Il devient accidentellement un seigneur démon après avoir fait pousser des cristaux sur son corps. Cet anime commence dans la ville de Enmoto, une terre qui était tout à fait normale. Mais après l'apparition soudaine des êtres tout-puissants appelés Kishin et de leur troupe de démons appelés Oni, tout s'est effondré. Les royaumes les plus puissants ont péri et sont devenus des terres arides, tandis que les Kishin ont tout conquis et ont ouvert la voie à une nouvelle ère dominée par les Oni. Cependant, certains humains ont continué à lutter contre la tyrannie des Kishin. Cependant, 156 ans plus tard, nous découvrons que les humains vénèrent et prient désormais les Kishin comme s'ils étaient leurs dieux. Et chaque enfant rêve de devenir mineur, car c'est considéré comme le plus grand honneur de la société. Et dans la petite ville de Tatsuyama, Musashi est l'élève vedette de l'école de formation minière, se démarquant des autres avec sa pioche géante. Il est très apprécié par ses pairs, mais en réalité, il cache ses véritables sentiments. En cours d'histoire, tout le monde a appris que les guerriers qui ont combattu les Kishin étaient issus d'une lignée d'humains malfaisants qui opprimaient le peuple de Enmoto, en particulier les classes paysannes et ouvrières. Ce fut le cas jusqu'à il y a 150 ans, lorsque les Kishin au bon cœur sont arrivés et ont libéré tous les humains de leur règne de terreur. Cependant, Musashi savait qu'il ne fallait pas croire à cette fausse propagande, car il connaissait toute la vérité. Il s'avéra que son ami d'enfance était le fils d'une butch, le Jinsei, et il leur avait montré à tous plusieurs parchemins anciens qui prouvaient que les butch étaient les seuls à s'être libérés du règne de terreur des Kishin. Lorsque les Kishin sont descendus pour apporter le chaos, les butch ont été les seuls à riposter. Et même s'ils n'étaient pas assez forts à l'époque, ils font toujours de leur mieux dans l'espoir d'accorder un jour aux humains une véritable liberté. Et connaissant la vérité de ce monde, Musashi fit une promesse à son ami Kojiro de lutter ensemble contre les Kishin et les Oni, et de former ensemble le groupe de butch le plus fort de tous les temps. Il se souvient avec tendresse de ces jours, et alors qu'il est distrait en classe, le professeur leur rappelle que la cérémonie de remise des diplômes et l'entrée dans les mines auront lieu le lendemain, et leur fait réciter leur chant quotidien, qu'ils vénèrent les Kishin et que les butch sont des alligatés. Et tandis que les élèves chantaient cela avec enthousiasme, ils espéraient devenir mineurs. Musashi essayait de rassembler son courage pour dire à voix haute que son rêve était de devenir une butch, mais il finit par échouer. Après le cours, Musashi rend visite à Kojiro et à sa petite maison isolée dans la forêt pour discuter de quelque chose de sérieux. Il lui dit qu'il n'a pas l'intention de devenir mineur. Devant son ami, il se souvient de sa promesse d'enfance et demande à Kojiro de quitter la ville avec lui, révélant que sa pioche est en fait une lame de katana et qu'il s'entraîne dur pour se battre depuis 5 ans tout en faisant semblant de creuser à l'école. Cependant, Kojiro refuse d'y aller car il sait mieux que quiconque à quel point les gens les discriminent simplement parce qu'ils sont butch, lui faisant croire que son père ne lui a raconté que des mensonges sur ses ancêtres qui étaient des héros, tout cela pour lui faire plaisir. De plus, il ne prend pas au sérieux les déclarations de Musashi selon lesquelles il est devenu un butch, car il n'a même pas le courage de l'admettre aux autres. Il dit donc à son ami d'arrêter avec ses bêtises. Après avoir entendu cela, Musashi s'enfuit pour prouver son dévouement. Kojiro regarde son ami partir et espère qu'il aura une vie normale en tant que mineur. Il se souvient de son temps à l'école, quand ils ont appris la loi qui oblige toutes les butch à porter leur katana en permanence, juste pour que toute la société leur fasse un visage de zombie. De plus, une butch n'a le droit d'être qu'une charognarde, alors que toutes les filles lui lancent des insultes, et il ne souhaiterait jamais un tel sort à Musashi. Il trouve sur le sol un paquet scellé que Musashi a dû laisser tomber et, en l'ouvrant, il voit un épais livre rempli de notes d'entraînement, ce qui le surrend. Le lendemain, les habitants de la ville font à Musashi et à ses camarades de classe un au revoir extravagant alors qu'ils se dirigent vers les mines, mais tout ce que Musashi peut entendre, ce sont les mots durs que Kojiro a prononcés la veille. Après avoir franchi l'unique porte, ils montent une série d'escaliers jusqu'à atteindre une autre porte. Avant d'entrer, tous leurs biens, y compris le katana de Musashi, leur sont confisqués pour être purifiés. Tout le monde est tellement excité qu'ils en font presque pipi dans leurs pantalons, mais ce qu'ils voient lorsque les portes s'ouvrent les fait se mouiller de peur. Ils sont accueillis par la vue d'un démon géant blessé avec ses deux queues dévorant l'un des pauvres mineurs. Les personnes qui les accompagnent changent complètement de ton et leur ordonnent de creuser des rochers pour leur seul maître jusqu'à ce qu'ils meurent. Tous les nouveaux venus sont pétrifiés après avoir réalisé les ennuis dans lesquels ils se sont mis. Ils réalisent qu'ils vont vivre l'enfer sur terre, mais Musashi se présente et révèle qu'il s'est préparé à combattre ces monstres toute sa vie, mais il se souvient que son katana lui a été confisqué. L'un des monstres félins se transforme en une forme encore plus vicieuse et l'attaque, mais il esquive et ramasse une pioche au sol. Ses amis le supplient d'arrêter de se battre car il n'a aucune chance contre les monstres félins, mais il se lève et annonce pour la première fois qu'il est un butch. Cela dit, il finit par se faire tabasser par l'énorme chat, et pendant qu'il se fait tabasser, il se demande pourquoi il a caché son vrai rêve pendant si longtemps. Il a honte de l'admettre, après tout, il a seulement caché son rêve parce qu'il voulait s'intégrer et s'entendre avec les autres, mais dans le processus, il a perdu son cher ami Kojiro. Il finit couvert de sang et est emporté par l'Oni avec un seul doigt. Et juste au moment où il est sur le point d'être tué, Kojiro attaque l'Oni avec sa superbe moto. Il s'excuse d'avoir accusé Musashi de ne pas être sérieux et est heureux de découvrir que son père avait raison depuis le début. Les Oni sont mauvais et doivent être éliminés. Ils combattent les Oni côte à côte, Musashi utilisant une technique d'épée au nom compliqué pour tuer son premier Oni, et alors qu'il vainc un Oni après l'autre, Musashi révèle que sa véritable raison de vouloir qu'ils forment un groupe de bussy ensemble et qu'il ne serait pas amusant de partir à l'aventure et de se battre sans son ami à leur côté. Touché par ces paroles, Kojiro accepte sa proposition de former un groupe ensemble. Soudain, une lumière rouge menaçante brille dans le ciel, signalant l'arrivée d'Akishin, l'un des plus forts. Musashi enfourche la moto de Kojiro et ensemble ils se dirigent vers cette lumière. Pendant qu'il roule,
Kojiro avoue qu'il ne se soucie pas vraiment de devenir un Bushi et qu'il a perdu la volonté de se battre au fil des années. Cependant, Musashi n'est pas inquiet car il sait que son envie de se battre reviendra une fois qu'il aura pris des mesures. À ce moment-là, le Kishin entre dans son champ de vision et honnêtement, la créature n'a pas l'air très impressionnante. Musashi le frappe d'un coup de katana, le coupant en deux, mais la créature guérit complètement. À ce moment-là, les villageois s'approchent de lui avec un chariot rempli de lingots d'or en guise d'offrande qu'il mange comme un paquet de biscuits. Après avoir mangé, il se transforme en un Kishin plus grand et beaucoup plus puissant. Les fidèles s'agenouillent et se réjouissent, voyant le Kishin sous sa véritable forme pour la première fois depuis 5 ans, et Kojiro décide qu'il est inutile d'essayer de le combattre, et qu'à la place, il devrait fuir. Mais la situation de Musashi n'est pas si bonne. Le Kishin décide d'attaquer Kojiro pour manger son épée, et les mineurs lui disent de le lâcher car ce monstre mange des épées. Cependant, il refuse de la lâcher et à cause de cela, il finit par être traîné comme de la merde sur le sol. Il se souvient de son enfance, quand il a commencé à détester l'épée et ce qu'elle représente, et a essayé de la jeter. Cependant, son père lui a rappelé que les seuls méchants sont les Oni et qu'il fait partie d'une lignée fière et courageuse qui se bat pour la place légitime de l'humanité dans le monde. Et maintenant qu'il a finalement accepté les paroles de son père comme étant la vérité, il ne peut plus lâcher l'épée. Il résiste longtemps, mais le Kishin finit par le clouer au sol et lui arrache l'épée qu'il avale. C'est à ce moment-là que Musashi entre en action, grimpant dans l'estomac du Kishin géant, lui disant qu'il devrait manger plus sainement. Musashi le frappe avec tout ce qu'il a dans le ventre. Ses coups consécutifs provoquent l'ouverture du ventre du Kishin et il tombe dedans tandis que le Kishin s'effondre de douleur. Kojiro s'inquiète de la mort de son ami, mais il finit par émerger des profondeurs du ventre du Kishin avec l'épée et la rend à Kojiro, lui disant qu'il sait combien cela signifie pour lui. Et se sentant fier de sa lignée, il retrouve sa force pour se battre. Et avec enthousiasme, il dit à Musashi qu'ils doivent devenir le groupe de butch le plus fort de tous les temps. Soudain, 2 adorateurs de Kishin annoncent sur une tour et un groupe de butch arrive vers eux. Les butch arrivent littéralement dans un bâtiment géant en mouvement, avançant vers les Kishin, détruisant tout sur leur passage, y compris la barrière des Kishin. Plusieurs guerriers butch sortent du bâtiment géant et font un trou encore plus grand dans la barrière rouge des Kishin. Ils forment une formation puissante contre les Kishin en utilisant leurs épées pour voler et utiliser des coups puissants. Et pendant que les garçons regardent les butch et les admirent, le capitaine de ce groupe de butch s'approche d'eux. Il dit qu'ils sont le groupe de butch de Kura et en les voyant, il dit aux garçons de courir car cette créature est dangereuse. Cependant, ils affirment qu'ils sont aussi des bouchers et rapportent qu'ils ont seuls ouvert un trou dans le ventre de la créature. Cependant, l'homme ne se soucie pas de cette déclaration et se moque d'eux car ouvrir le ventre du Kishin n'est rien de si formidable. Cela dit, le Kishin se guérit et crée une tempête de feu autour de lui. Kojiro réalise à quel point ce démon est au-delà de ses capacités et demande à Musashi de battre en retraite. Mais Musashi tient bon, incapable d'abandonner ce qui devrait être sa première conquête en tant que 2 jeunes bouchers qui promettent de devenir les plus forts de tous les temps. Il traverse les flammes, tue l'un des démons félins en chemin et affronte le Kishin. Cependant, peu importe ses efforts, le Kishin récupère instantanément. À ce moment-là, un fouet vert brillant l'enroule autour de lui et le tire vers le camp du boucher. Il essaie de les défier, mais le capitaine Tokro ramène la réalité au premier plan, montrant comment une meute entière se bat pour tuer un seul Kishin. Tout cela parce que les attaques superficielles sont inutiles contre la créature, et si Musashi combat seul, il ne fera que donner sa vie et ne vaincra jamais la créature. Malgré tout, le stupide Musashi ne reste pas immobile et se libère de ses contraintes pour attaquer seul. Pendant ce temps, Kojiro reste figé, incapable de faire quoi que ce soit alors qu'il écoute les bouchers parler de l'attaque qu'ils préparent pour frapper la corne centrale du Kishin. Il sait qu'il ne peut pas rester assis à sucer son pouce pendant que son ami risque sa vie, alors il décide de transmettre l'information à son ami selon laquelle le noyau du Kishin est la corne. Pendant ce temps, Musashi court droit vers la zone d'attaque, avec le plan de frapper le Kishin à plusieurs reprises à un certain endroit pour le vaincre. Au début, il échoue et tombe, mais il persiste et, après avoir échoué, il se souvient des paroles du capitaine des Takro et commence à ressentir un sentiment de terreur en lui-même. Cependant, la voix de Kojiro résonne depuis le sol, disant à Musashi d'attaquer la grande corne, car c'est le point faible de la créature. Musashi l'attaque de toutes ses forces, mais son katana se brise comme une brindille au contact de la créature. À ce moment-là, le capitaine des Takro le pousse sur le côté et lui ordonne de s'écarter pour la 100e fois. Il coupe la corne d'un coup de son épée brillante, vainquant le Kishin, tandis que les membres de son grand groupe l'applaudissent. Le Kishin se désintègre, et tous les bouchers l'entourent et lèvent leurs épées, tandis qu'une lueur blanche et brillante les enveloppe, et le Takro explique qu'ils absorbent l'énergie du Kishin éliminé. Par la suite, les mineurs épuisés et désespérés remercient le groupe de Takeda de les avoir sauvés du terrible Oni. En réponse, le capitaine Takeda s'adresse à la foule, promettant de tuer tous les Kishin et de rendre le monde à nouveau sûr pour l'humanité. Aux fidèles des Oni capturés, il crie avec colère que la résistance des bouchers est vaine, car ils se battent depuis plus de 150 ans et la seule chose qu'ils ont faite est de nuire aux civils pris dans le conflit violent. En réponse, le capitaine dit qu'il a entendu ces affirmations à maintes reprises en grandissant, mais qu'il a choisi de se battre pour la liberté plutôt que de vivre dans une fausse stabilité qui oblige les gens à vivre leur vie selon les souhaits de l'ONI. C'est le rêve des butch qui s'est transmis de génération en génération, les rendant de plus en plus forts. Il proclame que ce sera la génération qui sortira victorieuse de l'ONI. Alors que tout le monde célèbre, Musashi est encore plein de frustration et d'amertume d'avoir été volé son premier prix. Le capitaine s'approche de Kujiro et s'excuse d'avoir volé le roi, ce que Kujiro accepte immédiatement. Après avoir vu tout le monde heureux, Musashi
décide de garder ses sentiments sous contrôle et part sans rien dire. Le capitaine et son équipage le suivent, se moquant de lui en le traitant de perdant. Cela lui fait perdre le contrôle et laisse sortir toutes ses frustrations pour que tout le monde les entende. Le capitaine Takeda reconnaît alors son potentiel et lui donne un gros cristal en guise de prix de consolation pour avoir attiré son attention. Plus tard, Kujiro et Musashi inspectent le cristal de près pour découvrir ce qu'il fait. Kujiro se souvient vaguement avoir vu le même cristal quelque part et ramasse le parchemin de son père pour voir l'un des hommes de l'illustration tenant quelque chose de très similaire au cristal. De plus, Musashi remarque que le motif à l'intérieur du kaléidoscope est très similaire à la grande chose rouge au centre du parchemin que Kujiro désigne comme un oni. Cela fait comprendre à Musashi que le capitaine Takeda le leur a donné comme outil pour trouver des oni. Ils lisent le contenu du parchemin et découvrent qu'il y a plus de 100 Kishin à Rinomoto dont les noms sont répertoriés sur le parchemin, y compris la chose rouge qu'ils ont vaincue. De plus, le parchemin prophétise que lorsque les Bashi vaincront tous les Kishin, le pays de Rinomoto sera unifié et celui qui est responsable de cette grande victoire sera appelé le Grand Unificateur et deviendra le nouveau roi de Rinomoto. Excité après l'avoir lu, Musashi se rend auprès du groupe de Takeda pour dire au capitaine Takeda qu'il sera celui qui unifiera le pays, ce à quoi le capitaine répond qu'il ne peut pas le faire seul. Cependant, Musashi fait remarquer qu'ils n'ont pas non plus été capables d'y parvenir et qu'ils ont eu 150 ans pour essayer. Donc si personne n'y parvient, Musashi sera le seul à réussir. Takeda apprécie la confiance du garçon et lui souhaite bonne chance. Le lendemain, lui et Kujiro décident de quitter leur ville pour chercher leur prochain Kishin et en voyant le pic Tatsuyama si petit au loin, Musashi pense qu'il aurait probablement passé toute sa vie à extraire cette fichue chose si Kujiro et son père ne lui avaient jamais enseigné l'art du sabre. Durant le voyage, à cause de la mauvaise organisation des deux, ils finissent par emporter très peu de provisions et seulement une natte de paille en guise de lit. La nouveauté de l'aventure et des luttes avec leur meilleur ami s'estompe au bout d'une semaine et ils commencent à se battre pour les plus petites choses. Musashi reproche à Kujiro d'avoir pris si peu de choses, mais en réponse, Kujiro dit que Musashi est gâté et montre le pouvoir qu'il a acquis après avoir dû vivre seul après la mort de son père en attrapant beaucoup de poissons. Musashi s'éloigne en murmurant qu'il trouvera bientôt qu'il est également très doué à la pêche. Et après son départ, Kujiro regrette de s'être battu pour une chose aussi triviale et admet que Musashi est plus doué que lui au combat. Soudain, il sent la présence de quelqu'un derrière lui et se retourne pour voir la silhouette sombre d'une fille derrière lui. Pendant ce temps, Musashi perd beaucoup de temps à pêcher sans succès et se sent également mal de se battre pour de la nourriture. Il se rend au lieu de pêche de Kujiro pour se racheter, mais il se rend compte que son ami n'est plus là. Il le trouve un peu plus loin, allongé sur le sol. Musashi panique immédiatement et va voir son ami, seulement pour voir une blessure d'épée sur son visage. Une fille aux cheveux verts apparaît derrière Musashi et le plaque au sol, exigeant qu'il lui donne tous ses objets de valeur, y compris leur moto. Pour une raison quelconque, les personnages de cet anime l'appellent le cheval de fer et elle combat facilement la fille. Et lorsqu'elle est désavantagée, elle sort une paire d'armes effrayantes, mais un klaxon retentit au loin, la faisant s'arrêter. Elle panique car il est déjà midi passé et elle ne peut pas mettre son seigneur en colère. Elle pille donc rapidement leur cheval de fer et retourne dans son village. Déconcertés, les deux garçons la suivent pour récupérer leur seul moyen de transport viable. Elle arrive à la forteresse du groupe Kuzumita et s'excuse frénétiquement auprès de son seigneur. Le capitaine congédie Kuzumita pour son retard, mais l'informe qu'il a réussi à voler un cheval de fer à une butch comme il l'avait demandé. En entendant cela, Kuzumita lui adresse un sourire chaleureux et la serre dans ses bras, lui disant qu'elle fait sa part en tant que butch pour le bien de cette terre. Peu de temps après, Musashi et Kojiro arrivent à l'entrée de cette forteresse et se rendent compte qu'ils sont entrés en contact avec un autre groupe de butch. Ils errent dans les couloirs sans fin à la recherche de leur véhicule, jusqu'à ce qu'une fille nommée Tsugumi apparaisse et leur montre l'endroit où elle a laissé leur véhicule, affirmant qu'elle voulait seulement l'emprunter. Elle leur dit 3 fois de la suivre, ce qui semble suspect au premier abord. En la suivant, ils ont une meilleure vue de l'intérieur de la forteresse et sont surpris de voir une ville animée et surpeuplée à l'intérieur. Tsugumi explique que les Kishin apparaissent partout à Inmoto et que les groupes de butch doivent toujours être bien équipés pour les combattre. C'est pourquoi les forteresses butch peuvent voyager. Et aussi parce qu'il y a une grande communauté d'agriculteurs, de forgerons et de médecins, ils rassemblent également les ressources nécessaires à la survie. Les familles qui vivent dans ces forteresses font cela depuis des centaines d'années. Les groupes de butch sont donc comme de grandes familles qui se battent ensemble, et alors qu'ils leur montrent l'intérieur de leur maison, ils tombent sur 2 enfants qui veulent se battre avec Tsugumi. Mais elle est trop fatiguée, alors Kojiro prend sa place. Alors qu'il joue avec les enfants, Musashi raconte que la vie de butch lui semble plus agréable qu'il ne le pensait et qu'il ne s'attendait pas à voir autant de familles heureuses. Mais le visage triste de Tsugumi raconte une toute autre histoire. Elle dit que même si tout le monde dans le groupe est comme une grande famille, elle n'a aucun parent par le sang ici. Elle avait une sœur aînée qu'elle admirait, mais un jour, sa sœur a été tuée, la laissant seule. Et Musashi dit à la fille qu'elle est comme lui, révélant qu'il est aussi seul au monde. Plus tard, le capitaine Kuzumita prépare un grand banquet juste pour les accueillir et dit qu'il espère faire une alliance avec eux. Il dit qu'il a jeté un œil à leur véhicule et voyant à quel point il est sophistiqué, il s'est rendu compte qu'ils devaient être des bouchers d'élite qui ont déjà tué de nombreux Kishin. Les deux rient de manière intimidante, ne sachant pas quoi dire, tandis que le capitaine propose qu'ils se battent aux côtés de son groupe afin qu'ensemble ils puissent se débarrasser des Oni et des Kishin. De cette façon, ils peuvent minimiser les pertes et partager tout le combat avec le Kishin qui dans cet anime s'appelle Kitetsu. Musashi demande ce qu'est Kitetsu et Kojiro semble également confus. Et après avoir découvert
considèrent qu'ils ne savent même pas ce qu'est Kitetsu, il les considère comme inutiles et ordonne à Tsugumi de les attacher. Elle sort ses lames jumelles, d'où elle libère des fouets verts brillants pour les capturer et les regarde avec une expression effrayante, tout en s'excusant. Le capitaine ordonne à ses hommes de les enfermer dans une cellule et d'examiner leurs affaires, car ils ont peut-être caché leur Kitetsu ailleurs. Tsugumi est obligée de s'excuser car elle a échoué dans sa mission de lui amener une puissante butch. Il la traite de fille inutile et stupide, et leur groupe est au bord de la ruine car ils sont à court de combattants après de nombreux combats successifs contre les Oni, et il a l'intention de défendre à tout prix le territoire laissé par le seigneur Takigawa, qui envisage même d'ordonner une mobilisation totale la prochaine fois qu'il y aura une attaque Oni. Tsugumi tente de protester car la plupart des civils adultes de la ville sont des femmes et des personnes âgées, mais il la force au silence. Effrayée, elle retourne à son état de soumission et demande à son seigneur ce qu'elle doit faire. Il change instantanément son comportement hostile en celui d'un père aimant et lui dit qu'il sera toujours à ses côtés car elle est inutile sans lui, elle n'a donc qu'à faire ce qu'il dit. Plus tard, Tsugumi s'approche des garçons emprisonnés et leur demande s'ils cachent du Kitetsu dans leur dos ou quelque chose du genre. Lorsqu'elle se rend compte qu'ils ne savent pas vraiment ce que cela signifie, elle explique que le Kitetsu est un métal qui sort de la cuisine lorsqu'ils sont vaincus et qu'il peut être utilisé sous forme de poudre ou de cristal, et que les Bushi utilisent le pouvoir du Kitetsu pour gagner en puissance et lutter contre la cuisine. Elle révèle que les habitants de cette forteresse ont un besoin urgent d'une grande quantité de Kitetsu car un troupeau d'Oni s'approche rapidement du château. Musashi remarque que les mains de la grotte tremblent et l'encourage à partager tout ce qu'elle pense. Elle se rend compte qu'elle garde tous ses sentiments pour elle, comme le fait qu'elle s'oppose à la décision de mobilisation totale et déteste l'idée que tout le monde doive mourir. Elle se met à pleurer et hurle comme Musashi pour qu'il arrête d'essayer de pénétrer dans sa tête et finit par s'enfuir. Mais plus tard dans la nuit, les deux s'échappent grâce aux incroyables capacités de visée de Kojiro qui lui permettent d'obtenir la clé pour déverrouiller la cellule. Ils trouvent rapidement leur véhicule et en entendant le grondement profond au loin, ils réalisent que quelque chose de très mauvais s'approche rapidement du château. Au même moment, à l'intérieur du château, le seigneur Kozomida remarque également une attaque gigantesque des Oni et ordonne à Tsugumi de commencer la mobilisation totale. Elle décide de ne plus garder le silence et déclare ouvertement qu'elle est contre cette décision. Furieux, Kozomida est sur le point de la frapper au visage, mais il contient sa fureur et choisit une autre technique de manipulation. Il se met à pleurer pour exprimer sa déception que l'orpheline qu'il a traitée comme sa propre fille pendant toutes ces années se soit retournée contre lui, et comme elle est désormais inutile, il menace de la jeter hors du château tout en la laissant pendue au bord de la balustrade. Il lui annonce qu'elle ne fera plus partie du groupe et qu'elle devra vivre le reste de sa vie seule dans la nature. Terrifiée à l'idée d'être seule, elle accepte de faire tout ce qu'il lui dit, à condition qu'il ne l'abandonne pas. Après cela, elle pense aux nombreuses fois où Kozomida a traité sa sœur aînée de la même manière et comprend enfin à quel point cela a dû affecter sa confiance et son bien-être. Elle dit à sa sœur qu'elle a décidé de défier le seigneur afin de protéger les habitants de la ville, et alors qu'elle rassemble ses forces pour le faire, Musashi et Gojira brisent le mur et la peinture accrochée sur son véhicule. Il lui parle et la motive à montrer ses vrais sentiments, et en réponse, elle propose de leur montrer ses armes s'ils l'aident en retour. Après lui avoir donné leurs armes, ils réfléchissent à un plan pour mettre les habitants en sécurité. Pendant ce temps, le seigneur Kozomida s'adresse aux civils pour les informer que l'essaim massif de Dianiski s'approche d'eux. Il les appelle au combat en leur disant qu'une mobilisation totale sera effectuée. Cependant, ces personnes qui n'ont jamais combattu de leur vie s'inquiètent de leur survie et tentent de fuir, mais leur chemin est bloqué par des soldats armés. À ce moment-là, Tsugumi attire l'attention de tous en lançant des bombes fumigènes. Elle affirme que le devoir d'un maître est de défendre le peuple et qu'envoyer autant de non-combattants au combat est de toute façon imprudent car cela ne ferait qu'entraîner davantage de pertes d'une ampleur irréparable. Au lieu de cela, il devrait se protéger jusqu'à ce que l'essaim de Dianiski passe, puis il devrait demander de l'aide à d'autres butch. Et même si elle disait ça, elle faisait tout ça juste pour détourner l'attention de cet homme et donner plus de temps aux autres pour s'échapper. Pendant que Tsugumi fait son discours, Musashi et Kojiro utilisent la fumée comme couverture pour rapidement assommer les gardes. Après cela, personne ne peut empêcher les habitants de s'échapper. Mais à sa grande surprise, même sans les gardes, les habitants n'essaient pas de fuir. Tsugumi se rend compte qu'ils ont tous encore peur d'elle, comme elle l'a toujours été. Elle croit maintenant que le seul moyen de mettre fin à la peur de tout le monde est de combattre son maître et de le vaincre. Cependant, il la jette à terre dès le début du combat, car après tout, c'est lui qui lui a appris à se battre. Il continue de la frapper alors qu'elle est au sol et lui fait la leçon sur la faiblesse et l'impuissance des autres sans lui. Il la soulève pour lui ordonner de faire ce qu'il dit et la frappe, mais elle crache du sang au visage avec défi. Elle dit qu'elle ne l'écoutera plus et active ses deux lames pour le combattre à nouveau. Finalement, elle l'attache avec sa corde verte, et après cela, les civils s'échappent de justesse de la forteresse avant que l'essaim d'Oni rassemblés qui se dirigeait vers Onari. Eh bien, tout le monde s'échappe, sauf le seigneur Kusumita et Tsugumi. Et elle sait que même si elle s'enfuit maintenant, elle ne pourra pas survivre. Alors elle reste là et se demande si sa sœur pensera qu'elle a fait le bon choix quand elle la retrouvera dans le ciel. Cependant, même si elle sait qu'elle va mourir, elle s'avoue qu'elle aimerait vivre un peu plus longtemps. À ce moment-là, elle entend la voix de Musashi à proximité et ouvre les yeux pour le voir lui tendre la main. Elle lui prend la main et monte sur la moto pour s'échapper en grand. Après cela, la ville fortifiée finit en ruine après le passage de l'Oni. Mais les gens semblent désormais plus heureux qu'ils ne l'étaient sous le règne du seigneur Kusumita, tout cela grâce à la positivité de Tsugumi. Mais soudain, une vieille dame s'approche de Musashi et Kojiro pour leur demander de l'expulser de la forteresse, ce qui choque complètement les garçons.
garçon. La vieille femme explique qu'après avoir été trahi par tout son peuple, le seigneur Kuzumita est devenu fou et est encore plus obsédé par Tsugumi que jamais. Et si elle finit à nouveau avec lui, elle tombera à nouveau dans le piège de ses tactiques de manipulation. Cependant, l'idée de laisser derrière elle sa forteresse bien-aimée et son peuple fait pleurer la jeune fille. Mais finalement, elle décide de quitter la ville et demande à rejoindre les garçons en tant que membre de leur groupe. Et bien sûr, les deux acceptent. Le lendemain, ils partent avec leurs nouveaux membres et Tsugumi reçoit un chaleureux au revoir de la part des habitants de la ville qui les poursuivent à vélo tout en lançant des pissenlits et en souhaitant qu'elles reviennent bientôt pour les revoir. Le groupe s'arrête plus loin, là où devrait se trouver un petit coup de pied bleu selon le cristal du kaléidoscope, et après avoir parcouru une certaine distance, ils installent leur camp pour le lendemain. Pendant que tout le monde dormait, un Oni est sorti d'un terrier et a volé l'épée de Kojiro. Musashi le suit avec un bâton en métal et tend la main pour frapper sa corne, mais le bâton se brise en deux. L'Oni le conduit dans un paysage ouvert rempli d'épées, et Musashi ne sait pas quoi penser de cela jusqu'à ce qu'un homme à capuche lui dise qu'il peut emprunter l'une des belles épées qu'il possède pour vaincre l'Oni. Et en découvrant que cet Oni mange des épées, Musashi entre en action et prend l'une des épées. En le soulevant, il est enveloppé d'énergie pure et son corps est pétrifié par des épines. Il ressent une sensation de brûlure dans son bras comme s'il était en feu. Il utilise cette nouvelle sensation pour désintégrer l'Oni et il est fasciné par la puissance pure de l'épée qu'il a utilisée et Shiro lui dit qu'il vient d'utiliser la lame Kitetsu. Après avoir dit cela, la poudre de fer libérée par l'extermination de l'Oni est absorbée par la lame mais elle se brise soudainement. Musashi s'excuse auprès de Shiro mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car cette épée était une ordure. Cependant, il observe comment Musashi en a tiré plus de puissance que prévu et se demande s'il est la personne qu'il recherchait. À ce moment-là, une femme entre et l'appelle pour avoir repris ses pitreries à l'épée, ce qui pousse Shiro à réfléchir aux subtilités de chaque belle épée. Elle s'excuse au nom de son maître pour son étrangeté et les deux partent, laissant Musashi seul. Musashi essaie de demander qui ils sont et en réponse, ils disent qu'ils sont les chiens sans nom à louer. Kojiro et Tsugumi arrivent sur les lieux pour aider Musashi et il répond à leur appel et a l'intention de le présenter aux deux personnes mystérieuses qu'il a rencontrées. Mais les deux personnes ont disparu avec toutes les épées et il leur raconte tout ce qui s'est passé. Mais en réponse, on le traite de fou et Kojiro demande s'il a senti une plante inconnue. Cependant, Musashi est sûr que tout cela était réel et dit qu'il a hâte d'utiliser à nouveau une lame en Kitetsu même s'il ne sait pas comment s'en procurer une et pense qu'elles sont très chères. En entendant cela, Tsugumi lui montre ses lames jumelles et dit qu'elles sont faites du matériau que l'on laisse tomber des Oni vaincus et que c'est le seul matériau qui permet à un butch de couper la corne d'un Oni. Fascinés, Musashi et Kojiro commencent à croire que le matériau de ces armes est quelque chose de très spécial et ils sont très excités à l'idée de partir à la recherche de certaines d'entre elles. Tsugumi leur dit alors qu'il est très facile d'en acheter une. Elle explique que chaque fois qu'un Kishin apparaît, de nombreux groupes de butch le suivent également. Naturellement, les marchands en profitent et se rendent également dans ces endroits pour vendre une variété de marchandises, notamment des armes Kitetsu. Elle les emmène dans l'un de ces marchés afin qu'ils puissent acheter leur première lame de Kitetsu avant de pouvoir commencer leur mission de chasse aux Oni. Là, Musashi est étonné à la vue d'un marché aussi animé et rempli de bouchers. Dans cet endroit, toutes les marchandises sont vendues au plus offrant de Nilan et les affaires se font en Kitetsu. Et comme les lames de Kitetsu sont la plus grande attraction, elles sont conservées pour être vendues aux enchères en dernier. En attendant, ils se rendent dans un magasin de ramen pour se remplir l'estomac et pendant qu'ils mangent, ils sont abordés par un homme plus âgé et ivre qui leur demande à quel groupe ils appartiennent, ce qui leur fait réaliser qu'ils n'ont pas encore décidé du nom de leur groupe. Et c'est très amusant, mec. Tsugumi l'ignore et explique que choisir qui sera le capitaine parmi eux est très important car cela permet de comprendre beaucoup plus facilement quels ordres les membres du groupe doivent écouter. Elle dit aussi que le groupe est traditionnellement nommé d'après la famille du capitaine. Alors sans hésitation, Musashi suggère que Kuzuru soit le capitaine, expliquant qu'il n'a pas de nom de famille et que tant qu'ils partagent le même rêve, le nom que portera leur groupe n'a pas d'importance. Cela règle l'affaire très rapidement et plus proprement que quiconque aurait pu l'espérer. Ainsi, leur groupe exige le nom de Kainmaki. Quelque temps plus tard, le moment tant attendu de la vente aux enchères des lames de Kitetsu arrive et une foule excitée se rassemble à l'instant. Et les premières enchères sont celles de 25 épées du groupe Ryoziji et Musashi se demande sur laquelle il devrait garder un œil. Le chef du groupe Ryoziji, Osofion Midaru, lui répond qu'il n'a pas besoin de trop réfléchir et qu'il devrait acheter l'épée dont il tombe amoureux au premier regard car un butch et son arme sont fortement attirés l'un par l'autre. Et après avoir découvert qu'il n'a jamais acheté de lame Kitetsu, elle proclame que c'est un grand jour pour lui car choisir une lame est une façon de passer au boucher. Après un battement de tambour, les bouchers intéressés sont obligés de se tenir devant la lame qu'ils veulent et Musashi choisit une épée noire et rouge probablement parce qu'elle correspond à sa tenue. Kojiro n'est pas si déterminé et regarde autour de lui pendant un moment avant de choisir un katana solitaire car il se rend compte que personne n'y prête attention et s'identifie à lui. Le besoin de Kojiro était fort ce jour-là. Après cela, Osofion leur dit qu'ils ont tous les deux un bon œil pour les épées et qu'ils devraient maintenant aller de l'avant et tenir leurs épées. Mais Musashi passe en premier et est envahi par un sentiment étrange. Puis Osofion et Tsugumi expliquent qu'il subit l'épreuve de l'épée qui décide s'il est suffisamment digne pour manier une lame et qu'une personne ne peut manier une lame qu'après avoir réussi ce test. Kojiro saisit immédiatement la poignée de son katana et sentit quelque chose de fort courir dans ses veines. Il traverse en quelque sorte une expérience de mort imminente alors que sa vie défile devant ses yeux. Mais lorsque tout est terminé, l'épée s'illumine d'une lumière bleue et des ailes de pierre
brillantes jaillissent de son corps, ce qui fait officiellement de lui le propriétaire de cette arme de Kitetsu. Il voit les autres bushi briller de différentes couleurs, et Osofion explique que tous les bushi ont des âmes colorées et que les minéraux des lames brillent en fonction de leur couleur. Selon la couleur, qui est au nombre de 5, les personnes auront des pouvoirs différents. Le bleu de Kojiro est assez courant, et selon Osofion, chaque groupe doit avoir au moins une personne qui contient une aura d'âme rouge. Pendant ce temps, Musashi flotte toujours dans les airs au milieu du procès. Dans sa conscience, il est de retour dans son pays natal, et celui-ci semble lourdement enveloppé d'une atmosphère inquiétante. Le bruit des fidèles de Kishin en colère résonne dans ses oreilles, et ses yeux se concentrent pour réaliser qu'il est de retour dans le passé. Au moment exact où il a vu le père de Kojiro, Junze, dans ses derniers instants avant d'être exécuté. Junze regarde le jeune Musashi, il dit quelque chose qu'il ne peut pas entendre. Il essaie désespérément de donner un sens à ses paroles, mais il est tiré de sa mémoire et trouve une femme étrange et inconnue debout devant lui. Elle dit aussi quelque chose qu'il ne peut pas entendre et le serre dans ses bras. Il baisse sa garde car elle semble chaleureuse et réconfortante, mais soudain elle se transforme en une forme musclée géante et tire ses bras. Il revient finalement dans le monde réel où il est enveloppé par une aura sombre et sinistre, et plusieurs pointes noires apparaissent sur tout son corps. Yuzufion reconnaît cette aura sombre dans les légendes et craint qu'il soit le genre de personne incompatible avec les armes d'Ikitetsu. Musashi essaie avec d'autres épées, mais il est entouré par la même aura sombre et échoue à tous les tests, et alors qu'il est sur le point d'essayer sa 7e épée, Yuzufion lui donne finalement la mauvaise nouvelle. Elle explique que les personnes aux âmes sombres sont abandonnées et rejetées par toutes les lames Ikitetsu, et qu'il ne peut rien faire pour changer cela. Il n'a d'autre choix que de renoncer à être un bushi, et bien sûr, c'est une terrible nouvelle pour lui, car il avait rêvé d'être un bushi. Kojiro et Tsugumi tentent de le réconforter, quand soudain un énorme oni ressemblant à un taureau atterrit entre eux. Des alarmes se déclenchent pour signaler l'arrivée d'un Kishin au sommet de la montagne, qui envoie des oni plus petits pour attaquer la ville. Pour la première fois, Musashi ressent un sentiment de terreur, car il sait qu'il ne peut rien faire pour les vaincre, et Kojiro le sauve au dernier moment, alors qu'il est sur le point d'être tué, en utilisant sa nouvelle lame Kitetsu. Grâce à son nouveau sens du pouvoir, il sauve une mère et son enfant d'un autre oni, et tous deux le remercient ensuite avec grâce. Kojiro est étonné de recevoir de la gratitude pour avoir sauvé des gens avec son épée, ce qui n'était jamais arrivé à Tatsuyama, et après l'extermination réussie, Musashi regarde Kojiro être félicité de loin et accepte son sort misérable. Sans dire un mot, Kojiro s'éloigne et commence à marcher, et Tsugumi le suit hésitant, et alors que Musashi est seul, l'homme avec l'épée sans nom de tout à l'heure apparaît. Il se présente à nouveau à Kojiro. Il dit qu'il a vu tout son test avec l'épée. Il révèle qu'il a également la même aura sombre, et qu'à cause de cela, Musashi appartient à leur groupe. Il explique que le garçon peut être très puissant, à condition qu'il accepte les pierres noires qu'il a dans son corps. Il dit à Musashi qu'il l'a fait et fait une démonstration de puissance, en utilisant son épée pour couper un grand carré dans le sol. Après cela, il lance une lame Kitetsu à Musashi et lui dit de passer le test d'épée pour devenir une lame Kitetsu puissante. Musashi ne comprend pas bien et dit qu'il ne veut pas devenir une épée et qu'il veut en fait se battre avec ses amis en utilisant une épée. Cependant, il s'avère que Shiro est un homme qui aime transformer les tripes en épée et il suggère qu'il transforme également ses amis en épée afin qu'ils puissent vaincre les oni ensemble. Musashi rejette cette idée, alors l'homme le pousse, lui et la lame Kitetsu, dans le trou qu'il a fait. Pendant ce temps, Kojiro court précipitamment vers la montagne avec Tsugumi et la fille lui demande s'il était bon qu'il ait laissé Musashi derrière lui puisqu'il était si déprimé et il répond en disant qu'il n'y a rien qu'il puisse dire pour le faire se sentir mieux. Il décide donc de passer à autre chose et d'attendre que Musashi se rétablisse tout seul. Tsugumi pense que son aura sombre peut signifier quelque chose de différent car elle est très rare et n'est mentionnée que dans les légendes. Elle pense que c'est peut-être un signe que Musashi vient d'une famille légendaire et qu'il pourrait avoir des pouvoirs incroyables. Kojiro explique alors que ses parents étaient des fermiers ordinaires, tandis que Kojiro lui-même était un garçon qui vivait isolé avec son père et chaque fois qu'il sortait en public, il était harcelé par les habitants. Kojiro explique qu'il a passé la majeure partie de son enfance seul jusqu'à ce que Musashi, qui avait toujours été un peu bizarre, le trouve et lui demande de lui apprendre à devenir un épéiste même si c'était tabou pour le reste de la ville. Les parents de Musashi étaient de bonnes personnes qui ne tombaient pas dans les préjugés de la société et ils acceptaient ouvertement Kojiro et son père. Malheureusement, au fil du temps, ils tombèrent tous les deux malades et moururent et après avoir appris la triste histoire de Musashi, Tsugumi commença à se demander pourquoi les épées de Kitetsu l'avaient rejeté. De retour au puits, la femme de tout à l'heure, Nanoa Inosaka, revint et demanda ce qui était arrivé à Musashi et après avoir appris qu'il avait été jeté dans le puits, elle en vint rapidement à la conclusion que Shiro avait menti au garçon afin de se rapprocher de lui et de confirmer que la déesse d'obsidienne était vraiment en lui et après avoir confirmé cela, il poussa le garçon dans le puits. Après que Shiro ait confirmé cela, elle se sentit triste pour Musashi car elle savait qu'une terrible décision l'attendait. Musashi, qui tombait depuis un certain temps, arrêta finalement sa descente en saisissant la lame de Kitetsu lancée derrière lui. Immédiatement après l'avoir attrapé, des rochers jaillirent de son corps et il dut choisir entre tomber dans le magma brûlant ou abandonner sa conscience pour devenir une pierre d'obsidienne. Musashi ne se soucie pas de la douleur et utilise les pierres qui poussent de son corps pour grimper au mur. Mais une voix féminine dit qu'elle ne le lui permettra pas, mais des pierres poussent de son corps, le forçant à tomber dans le magma. À ce moment-là, il se retrouve dans un espace inconnu avec la déesse obsidienne, à qui il dit de rester avec elle pour toujours, mais il refuse car il veut se battre avec ses amis. Elle reprend alors sa forme démoniaque et lui dit qu'il ne connaît pas ses ennemis. Elle le force à avoir un flashback de la mort de ses parents, ainsi que de nombreux
nombreuses autres personnes lors d'une épidémie. Les habitants accusent ses parents d'être responsables de la tragédie en raison de leur manque de foi envers les unis et de leur compassion envers les sorcières. Après la mort de ses parents, personne n'était prêt à l'accueillir et une seule famille accepta de l'élever, à condition qu'il ne fasse rien qui puisse attirer l'attention des gens, car il ne voulait pas être considéré comme les complices d'un fils de pêcheur. Il fit ce qu'on lui disait, jusqu'au jour où un des hommes de la famille oublia d'apporter son déjeuner au travail. Il quitta ensuite la maison pour lui donner à manger en public. Cependant, cela ne fit qu'embarrasser la famille de l'avoir accueilli et ils cessèrent alors de reconnaître son existence. À l'époque, il avait tellement besoin d'affection et d'être utile aux gens que lorsqu'une personne lui a dit de jeter une pierre sur le père de Kujiro dans la rue pour prouver qu'il n'était pas comme ses parents, il l'a jeté et a dit que toutes les butches restantes devraient mourir. Adusa lui dit qu'il a toujours voulu se sentir utile, c'est pourquoi il fait ce qu'il fait, et qu'il ne veut être un butch que pour être utile et être apprécié par son ami. C'est exactement pourquoi il est impossible pour quelqu'un comme lui de manier une lame Kitetsu, et quand elle lui dit qu'ils ont la même âme, plusieurs pierres noires commencent à pousser sur son corps, et elle dit que s'il est capturé, elle sera également capturée, elle ne peut donc pas lui permettre de se battre sans avoir de compétences. La solution qu'elle a trouvée est donc de rester ici ensemble, dans cet espace clos pour toujours, avec son corps complètement enfermé dans un rocher. Pendant ce temps, Kujiro et Hatsugumi arrivent au Kishin qui se trouve au sommet de la montagne. Ils sont perplexes de voir que le Kishin n'a pas de tête, et se demandent si la créature est morte, mais Hatsugumi fait remarquer que la créature aurait dû se transformer en Kitetsu si elle était morte. Kujiro sait que Musashi reviendra l'aider à un moment donné, il décide donc de chercher le point faible de la créature jusqu'à l'arrivée de son ami. Cependant, aucun des butch n'est capable de trouver sa corne, il suppose donc que la créature a peut-être perdu sa tête. À ce moment précis, Shiro apparaît au sommet du Kishin et annonce que leur supposition est correcte, car il a coupé et caché la tête de la créature. Il est entouré d'hommes d'un groupe de butch, mais il les tue simplement en levant son épée, et dit avec désinvolture qu'il est venu pour prendre toute leur lame Kitetsu, et traduisant les véritables intentions de cet homme, il a l'intention de transformer tout le monde en lame Kitetsu. Tout le monde se précipite pour essayer de le vaincre, mais d'un simple mouvement, il provoque le chaos complet sur le champ de bataille. Il entend le nom de Kujiro et le poursuit, en disant que la mort d'un butch est glorieuse, car leurs âmes restent à l'intérieur de sa lame, et révèle que Musashi est déjà devenu une lame Kitetsu. En parlant de Musashi, il est avec la déesse de l'obsidienne, qui est heureuse que Musashi se soit complètement transformée en une pierre noire, car cela signifie qu'elle n'a plus à s'inquiéter de leur sécurité. Cependant, elle voit une lumière verte au loin et se sent découragée de savoir que même cacher son corps sous le magma n'était pas suffisant. Musashi est repêché hors du puits de magma par Nanu, qui s'attendait à ce qu'il soit complètement transformé en une pierre noire à présent. Musashi la remercie et s'enfuit pour aider ses amis au sommet de la montagne, et il sait que la déesse d'obsidienne avait tort de dire pourquoi il voulait être une butch. Le flashback continue de montrer qu'il s'est rendu chez Kujiro plus tard dans la journée pour s'excuser auprès de son père d'avoir dit quelque chose d'aussi cruel. L'homme comprenait la situation difficile dans laquelle il se trouvait et lui avait déjà pardonné, et l'homme lui a également dit comment il avait sauvé son fils en faisant preuve de compassion envers eux alors que personne d'autre ne le ferait. Donc, quoi qu'il arrive, il souhaitera toujours à Musashi une vie longue et heureuse. Après cela, il a pris Musashian et l'a élevé comme son propre fils, et il a appris de sa nouvelle figure paternelle qu'être une butch signifie jurer fidélité à tout ce qui vous est cher et ne jamais revenir en arrière. Kujiro se rend compte que Shiro le poursuit spécifiquement, alors il décide de l'affronter de front, mais est facilement vaincu et meurt presque. Mais à ce moment précis, Shiro remarque l'arrivée de Musashi et arrête immédiatement son attaque. Kujiro et Tsugumi sont heureux de le revoir et lui demandent s'il peut désormais manier une lame Kitetsu puisqu'il en tient une. Musashi répond que son arme ne brille pas comme celle de l'autre butch, mais au moins la pierre noire a cessé de sortir de son corps maintenant, donc cela doit signifier quelque chose de positif. Nanu arrive sur les lieux peu de temps après et s'excuse auprès de son maître Shiro pour avoir sorti Musashi du trou. Elle dit qu'elle a agi trop tôt, donc il ne s'est pas complètement transformé en pierre. Cependant, elle promet de le tuer en guise de compensation. Elle prend une partie de sa lame pour en faire 7 qui l'attaquent comme des roues meurtrières. Musashi essaie de les esquiver toutes et de l'attaquer directement, mais il est repoussé par un champ de force. Il se rend compte qu'ils devront probablement vaincre les 7 lames avant de pouvoir l'atteindre, et Kujiro élabore donc un plan. Dans un retournement de situation inattendu, Musashi et Tsugumi courent dans des directions différentes, tandis que Kujiro se tient devant Nanu. Et comme sa véritable cible est Musashi, elle envoie ses 7 lames vers lui, mais elles sont attrapées par le fouet de Tsugumi, comme prévu. Alors que ces lames sont attrapées, Musashi en coupe une. Il considère que ce n'est qu'une égratignure, car il lui reste 6 lames, mais Shiro entre dans l'arène. Sa compagne essaie de lui dire qu'ils n'ont pas besoin de se battre ensemble, car elle peut encore les gérer. Mais Shiro lui dit qu'ils ne se battront pas ensemble, car il n'apprécie pas l'aide de personnes faibles comme elle. Avec ça, il renverse complètement la montagne d'un seul coup d'épée, provoquant la mort de la plupart des bushi. Alors que Musashi, Kujiro et Tsugumi parviennent à peine à se maintenir avec leurs épées, Shiro fait tomber quelques blocs de la montagne, provoquant la chute de quelques bushi encore en vie. Il les appelle tous des insectes faibles, qui se rassemblent et tentent de vaincre les Kishin. Shiro révèle alors à tout le monde que la bonne façon de vaincre Anoni est de devenir la perruche la plus forte avec la lame de Katetsu la plus puissante. Il fracasse son épée au sol, envoyant une énorme onde de choc au sol, provoquant la chute de tout le monde. Musashi pense que tout est fini, mais la déesse d'obsidienne apparaît et utilise toute sa force restante pour arrêter le temps et le sauver, car s'il meurt, elle n'aura plus aucune chance, et sera capturée
capturé par l'ennemi. Elle dit qu'elle le sauvera, mais il rejette sa tentative de sauvetage car il sait qu'il ne peut pas vivre sans les autres autour de lui et la déesse apprécie sa capacité à se battre pour le bien des autres et reconnaît que seul il est une mère. Elle dit que c'est un trait précieux et essentiel pour que les humains sortent victorieux des Kishin, alors elle confie son pouvoir à Musashi et fait avancer le temps à nouveau. À ce moment, de grosses pierres sombres apparaissent sur la montagne qui attirent l'énergie de toutes les lames de Katetsu comme un aimant. Shiro perd également son épée qui est capturée par Musashi qui a maintenant de longs cheveux noirs après avoir fusionné avec la déesse. En capturant son épée, il annule la technique de retournement de la montagne et de nombreux bushi sont sauvés au passage. La déesse lui impose alors une lame Katetsu en utilisant le corps de Musashi comme réceptacle. Nano tente d'attaquer mais elle dévie toute l'énergie de ses lames, expliquant que le pouvoir de la pierre noire est de contrôler l'énergie des lames, les repoussant ou les attirant comme un puissant aimant. Cependant, les personnes ayant cette capacité ne peuvent pas utiliser de lame Katetsu car elles sont confondues avec le vortex du magnétisme. Kojiro réalise que si Musashi maîtrisait cette capacité, il deviendrait invincible. Mais la déesse lui fait remarquer que ce n'est que temporaire car son existence est fragile sous cette forme et qu'elle perd son énergie très rapidement. Elle sait qu'elle devra bientôt se rendormir, c'est pourquoi elle aura besoin de l'aide de tous pour vaincre Shiro et Nano. Kojiro jure de ne jamais laisser Musashi mourir et, dans le temps très limité qui lui reste, il utilise l'énergie de toutes les lames à proximité pour infliger une attaque à Shiro et Nano, une attaque qui démontre à tous la puissance de la force unifiée. Et dans leur conscience partagée, la déesse dit à Musashi qu'elle combattra pour la dernière fois dans le monde des mortels avant de s'endormir et que c'est une honte que le père de Kojiro soit mort avant de finir ce qu'ils ont commencé. Après avoir dit cela, elle déclenche une puissante attaque pour repousser Shiro et Nano, ce qui réussit très bien. Mais il ne meurt pas, Musashi revient à son état normal et Kojiro et Tsugumi se précipitent pour l'embrasser. Yuzufien et ses camarades le remercient de leur avoir sauvé la vie et lui proposent de lui donner une meilleure lame de Katetsu pour remplacer celle qui est cassée à cause de l'absorption d'une trop grande quantité d'énergie. Les autres bushi remarquent un grand trou à l'endroit où aurait dû se trouver le Kishin décapité et se demandent où il est allé. Ailleurs, Shiro et le gnome parviennent à s'échapper avec le Kishin capturé grâce à leur technique d'ouverture de portail. Et malgré sa défaite, Shiro est heureux d'avoir enfin trouvé la déesse d'obsidienne et est certain qu'il la capturera la prochaine fois. Le jour suivant, Musashi tente à nouveau le test de l'épée devant un public avec la même lame avec laquelle il a échoué la dernière fois. Cependant, Kojiro et Tsugumi croient que la pierre noire n'apparaîtra plus car la déesse elle-même a dit qu'elle dormirait. Il prend une profonde inspiration et ramasse l'épée et instantanément une intense lueur rouge l'enveloppe et il réussit ainsi le test avec brio. Tout le monde le félicite pour avoir une lueur rouge car c'est la couleur parfaite pour ceux qui aiment effectuer des attaques. Après le test, il prend Kojiro à part et demande si son père a déjà mentionné quelque chose à propos de la déesse d'obsidienne car elle a parlé de son père comme si elle le connaissait et Kojiro lui dit qu'il n'en a aucune idée car son père n'a laissé que ce parchemin dans sa moto. Musashi se demande alors où le vieil homme a trouvé une moto aussi puissante que celle qu'il possédait car ils n'en ont jamais vu d'autres de ce genre jusqu'à présent. Cela les amène à se demander qui était ce vieux Butch qui les a élevés et après toute cette confusion, le camp de Butch se dissout mais Musashi et Tsugumi ne peuvent pas partir car Kojiro est parti quelque part pour un moment. Il revient et explique qu'il est allé chercher des provisions sur une carte de Enmoto. Il semble également avoir une nouvelle motivation pour explorer le monde de Butch dont son père lui avait parlé depuis si longtemps et décide que c'est le meilleur moment pour se diriger vers l'est. Au milieu de leur voyage vers l'est, Musashi sauve la princesse Midiru, la fille du chef de la tribu Samatari, d'être tuée par un Oni. Elle est en route pour rejoindre la puissante alliance des Butch pour une bataille au port qui décidera du sort de la nation et en signe de gratitude pour l'avoir sauvée, elle les emmène en voyage. Ils regardent la carte et voient une zone noire dans la direction prévue et se demandent ce que c'est que cette chose. Midiru leur suggère alors de la rejoindre et de se diriger vers le sud. La zone noire qu'ils voient est en fait un grand Kishin sombre que tout le monde croit être le premier Oni à apparaître à Enmoto. Elle explique que les humains n'avaient aucun moyen de le vaincre à son arrivée. À ce moment-là, l'humanité s'est donc divisée en deux groupes, les Butch qui ont juré de vaincre les Ori et les autres qui ont décidé de les vénérer comme des dieux. Et comme certains retardés mentaux ont nourri les Kishin avec de plus en plus de minerais, cette chose a tellement grandi qu'elle a fini par consommer la moitié du continent et le père de Midiru dirige l'une des plus fortes bandes de Butch et est l'un des 5 grands généraux qui consacrent leur vie à vaincre le grand Kishin. Après cela, la princesse part pour continuer son voyage. Kojiro et Musashi se demandent si le vieil homme qui les a élevés savait quelque chose sur le grand Kishin noir et vérifie à nouveau le parchemin. Yatsukom dit que tous ceux qui font partie d'un groupe Butch portent ces parchemins et identifie même le silo comme appartenant à l'alliance Usagi, confirmant que le père de Kojiro était autrefois membre du groupe Usagi. Et après avoir appris toutes ces informations, Kojiro veut savoir qui était vraiment son père et suggère qu'il se rende au port d'Aruma pour essayer de le découvrir. Musashi et Yatsukom acceptent ce changement de plan et se dirigent ensemble vers l'océan dans l'espoir de vivre de nouvelles aventures ensemble. Maintenant, en tant que groupe Kainmaki, ils arrivent enfin au port et découvrent que le long voyage en valait la peine car c'est la première fois qu'ils sont témoins de la beauté de l'océan qui est à couper le souffle. Ils remarquent rapidement le groupe Usagi avec leurs immenses drapeaux et la gigantesque forteresse mobile appelée château de Shiryu à l'horizon. Le trio se dirige directement vers le château pour rencontrer le seigneur Usagi et lui poser des questions sur le père de Kojiro. Cependant, ils sont maltraités à la porte par le membre de la première division qui dit que son seigneur est trop occupé à préparer la bataille et n'a pas le temps de s'occuper
de tous ceux qui veulent son autographe. Il leur demande de quel clan ils sont, ce à quoi Musashi confirme hardiment qu'ils sont membres du groupe Kainmaki. Soudain, l'air devient froid et lourd, comme s'il ne devrait pas être ici, et Nao ordonne immédiatement aux gardes de l'arrêter pour l'interroger car il n'accepte pas les étrangers là-bas. Musashi commence à agiter ses bras pour se battre, mais son visage touche le sol en une fraction de seconde lorsqu'il est surpris par un délinquant aux cheveux orange, aux cheveux roux et quoi qu'il en soit, daltonien. Non, je ne suis pas daltonien, mais le contraste sur mon écran est bizarre. Après avoir facilement vaincu Musashi, le délinquant dit à Nao que ce gamin est faible et qu'il ne devrait même pas s'inquiéter pour lui. Et avant que la situation ne s'aggrave, un hélicoptère avec le blason d'Usagi atterrit au port. Tout le monde, y compris Tsubumi, s'incline, attendant l'apparition de Monsieur Usagi. Musashi et Kojiro attendent anxieusement l'homme, qui pourrait avoir toutes les réponses à leurs questions, mais à la place, c'est Naotora qui apparaît. Musashi court vers lui et le salue, comme s'ils étaient de vieux amis, mais Naotora ne le reconnaît même pas. Musashi est très gêné lorsqu'il se rend compte que le gars ne se souvient pas de lui, mais Naotora arrête rapidement de jouer et se met à rire. Musashi, soulagé, le traite de gros idiot, ce qui surprend tout le monde à genoux, y compris Tsubumi, qui lui demande paniqué comment il fait pour être aussi désinvolte avec le capitaine du groupe Takeda, qui est l'un des 5 grands généraux. Nao pense à punir les 3 et informe Naotora que le trio doit être placé en détention. Mais Naotora est choqué et prétend qu'ils sont de son groupe. Après avoir sauvé les 3, il va parler au chef du clan Usagi et refuse bien sûr d'emmener Musashi et Kojiro avec lui. Plus tard, le vice-capitaine du groupe Takeda, Ashenrai, et le membre le plus âgé, Eoshi, sont chargés de s'occuper de Musashi, Kojiro et Tsubumi. Tout le monde prend un bateau pour se rendre au château de Shiryu, et pendant ce temps, Musashi essaie de bien traiter les deux, espérant qu'ils aideront son groupe à parler directement au chef du groupe Usagi. Cependant, Ashenrai lui dit sans détour qu'ils ne seront jamais autorisés à le rencontrer car les Bashi, en particulier le clan traditionnel Usagi, ne traitent pas les étrangers avec gentillesse et ils n'ont aucun avantage à offrir pour être une exception à leur égard. En voyant le visage déprimé de Kojiro, Musashi le console en lui disant qu'ils trouveront des informations sur son père qui court partout lors du prochain combat de Kishin. Mais Aoshi étouffe cette idée dans l'œuf, expliquant que le Kishin qu'ils affronteront sur l'île d'Awaji s'appelle Yamada no Orochi et qu'il est d'un niveau complètement différent du Kishin qu'ils ont combattu, il devrait donc rester à l'écart. C'est parce qu'il est l'un des 4 fléaux, ce qui signifie qu'il est en fait l'un des descendants nés du grand Kishin, et le vaincre est plus qu'une étape vers la défaite du grand Kishin, car tout ce que les 4 grands fléaux dévorent ne fait que faire grandir encore plus le grand Kishin noir. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire, car il est toujours invaincu depuis 150 ans. Lorsqu'ils atteignent le château de Shiryu, le trio se sépare d'Ashenrai et Aoshi pour obtenir des informations sur le père de Kojiro, et avec l'aide de la robe magique de Tsubomi, Musashi parvient à accéder à sa ville en contournant les murs. Il profite de la vue à couper le souffle tout en se tenant au sommet d'un toit, mais il n'est pas seul. Un homme avec un très beau corps qui ressemble à un dieu grec avec de longs cheveux argentés et une poitrine pleine de tatouages est assis à côté de lui. Il admire également la vue et dit à Musashi qu'il vient ici avant chaque bataille pour se rappeler que chaque personne qui risque sa vie pour le clan a une famille qui l'attend. Bientôt, il se lève, enfile une robe et attache ses cheveux, et Nao réapparaît et dit frénétiquement à l'homme que tout le monde attend ses ordres. C'est seulement à ce moment-là que Musashi réalise qu'il parle au célèbre seigneur Tatsumi, le chef des Bucho Uzuji. Nao le réprimande rapidement pour son attitude grossière, mais Tatsumi ne s'en soucie pas tant qu'ils sont alliés. Cependant, dès qu'il entend que Musashi n'est qu'un étranger, l'homme devient hostile et ordonne à Nao d'emmener Musashi et ses amis à la caserne, et dit qu'ils devraient recevoir une légère punition en raison de leur lien avec l'armée. Sans ce lien, ils seraient punis de mort. Le trio finit par être escorté jusqu'à la caserne, tout en étant enchaînés ensemble. Là, Musashi est séparé de ses amis et est également contraint de rejoindre une autre unité. Il remarque immédiatement que les personnes piégées dans la pièce semblent être divisées en factions qui ne se font toujours pas confiance et se battent pour la domination. Il décide de choisir le chef parmi eux, déterminant qui est le plus fort. D'un côté de la pièce, un air aux cheveux verts nommé Katsumi s'avance pour représenter un groupe car il est le fils d'un certain capitaine, et le punk aux cheveux orange de tout à l'heure s'approche et se présente comme Akihiro Shimatsu du groupe Shimatsu. Il ne faut pas longtemps pour qu'un simple choix sur qui sera le chef se transforme en insulte et en dispute, et Musashi, regardant sur le côté, est heureux de savoir que la princesse Midaru est également dans son unité, mais elle semble s'inquiéter pour lui car la bataille à venir sera dangereuse. L'un de ses amis exprime son mécontentement face à la dispute entre les deux hommes au sujet du leadership, alors Musashi décide de se battre également car il pense que s'il devient le chef de ce groupe, il pourra à nouveau parler à Tatsumi. Tout le monde décide de régler ce problème de manière traditionnelle, en se battant avec les extrémités émoussées de leurs armes. Katsumi et Akihiro attaquent Musashi en duo. Musashi bloque les deux attaques au début, se sentant très bien dans sa peau. Cependant, Akihiro sort finalement son arme Katetsu qui est attachée à ses chaussures et pousse Musashi contre le mur. Akihiro commence alors à se propulser dans les airs et à faire tourner son corps comme un pole danseur, utilisant son élan et la portée de son arme pour frapper Musashi avec ses lames jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bloquer et soit frappé. Lorsqu'il reprend conscience, Katsumi est déjà à genoux, mais il n'est pas encore prêt à accepter la défaite. Akihiro est sur le point de le vaincre une fois pour toutes lorsque Musashi intervient et lui serre gracieusement la main, l'acceptant comme son commandant car ce serait formidable d'avoir quelqu'un d'aussi fort que lui pour commander tout le monde. Katsumi abandonne également à contre-séure et accepte l'aide de Musashi pour se relever. Cependant, Akihiro le traite de faux, l'accusant de faire semblant d'être amical
amical parce qu'il a un objectif. Il explique cela en expliquant que personne n'aime la personne qui vient de s'essuyer le visage du sol et dit aussi que la première chose que Musashi a faite en entrant dans cette pièce a été d'examiner tout le monde, déterminant qui était le plus fort et qui était le plus faible. Katsumi tente de le défendre mais Akihiro l'insulte également, disant qu'il avait déjà abandonné le combat et qu'il était content que Musashi lui ait donné une raison de le faire pour ne pas s'embarrasser devant les autres, et après les avoir humiliés tous les deux, il devient finalement le commandant de cette unité. Après cela, pendant la nuit, il s'adresse à tout le monde, les intimidant, leur faisant comprendre que tout le monde doit suivre ses ordres. Musashi essaie de parler, soulignant que personne n'est capable d'être honnête s'il est si effrayant. Cependant, Akihiro refuse d'être gentil. Cependant, Musashi continue de refuser de le suivre sans même remettre en question ses décisions, disant que dans sa ville natale, les Kijin étaient vénérés comme des dieux et quiconque osait s'opposer à leur règne était traité comme de la racaille, et c'est exactement pour cette raison qu'il ne peut pas obéir aveuglément à une personne. Cependant, Akihiro le traite simplement de gamin stupide et finit par congédier tout le monde en disant que la réunion est terminée. Tout le monde part et Musashi est laissé là sans le soutien de personne. Après cela, Musashi court chercher Kojiro et Tsugumi pour recevoir un peu d'affection après avoir été humilié, mais il s'en va le cœur brisé après les avoir vus s'entendre si bien avec les membres de son unité et se rend compte qu'ils l'ont déjà complètement oublié. Quelque chose d'assez commun dans la société, tout le monde l'a vécu au moins une fois dans sa vie. Le lendemain, l'unité de Musashi est sélectionnée pour participer à la première mission sur l'île. Akihiro leur explique que leur travail consiste uniquement à localiser l'ennemi, interdisant à chacun d'entre eux de frapper ses ennemis, et bien sûr Musashi a gaspillé son énergie à essayer de s'y opposer. Il boude dans un coin du navire en épluchant des pommes de terre où il rencontre Noguchi. Il s'avère qu'ils font partie de la même unité et selon Noguchi, Musashi et lui sont ignorés par tout le monde. Musashi parle au garçon et le trouve un peu ennuyeux jusqu'à ce que, de nulle part, leur navire soit soudainement attaqué par une vilaine licorne des mers. Musashi entre en action pour prouver à tout le monde qu'il en est capable et se dirige directement vers sa corne. Cependant, son attaque n'a aucun effet, il se tient debout sur la corne et continue d'essayer de la couper, mais la corne reste intacte. Un autre Oni apparaît derrière lui, mais heureusement, il finit par être sauvé par Naui, qui lance une attaque puissante qui annihile tous les Oni d'un coup, prouvant à quel point il est puissant. Et après avoir vaincu ses ennemis, il se retourne contre ses hommes, leur criant dessus, se plaignant de leur positionnement imparfait. Alors qu'ils se disputent, une seconde horde d'Oni apparaît, et cette fois-ci leur nombre se compte par centaines. Tout le monde commence à se mouiller le pantalon, mais Naui utilise sa lame Kitetsu pour former des chaînes et lier un groupe d'Oni en ligne pour détruire leurs cornes d'un coup. Ce spectacle redonne espoir au cœur de tous, et Akihiro se lance même dans l'action, tuant l'un des Oni avec sa lame Kitetsu. Et Musashi ne comprend pas pourquoi il ne peut pas couper les cornes des Oni, ce à quoi Noguchi explique que les Oni auxquels ils font face ont des cornes très puissantes, et qu'elles ne peuvent être détruites qu'avec le cercle d'énergie de la lame, qui canalise l'énergie de nombreuses lames. Il montre qu'Akihiro lui-même a canalisé l'énergie de nombreuses lames de son groupe pour porter ce coup. En voyant toutes les poussées travailler ensemble avec le même objectif d'éliminer les Oni, Musashi se rend compte qu'il en était un, qu'il n'était pas comme une poussée depuis le début et qu'il faisait juste du bruit pour attirer l'attention. Après son retour à la plage, l'estime de soi de Musashi chute au point qu'il envisage de s'enfuir. Mais Katsumi se présente pour lui parler et le réconforte en lui disant que ce n'est pas grave s'il ne sait pas encore grand-chose sur les lames Kitetsu et que la bonne nouvelle est qu'en apprendre davantage sur les techniques de poussée le rendra beaucoup plus fort. Cela ravive l'esprit de Musashi et il demande à Katsumi pourquoi il veut tant être le commandant d'une unité. Et il répond que l'île d'Awaji est la ville natale de son peuple. Et après l'arrivée des Yamato no Orochi, ils ont tout perdu, donc devenir le commandant d'une unité est le bon moyen de gagner en fierté en battant un ennemi qui leur a causé tant de problèmes. Sa motivation déteint sur Musashi et il décide de mettre tout son cœur dans cette opportunité. Le lendemain, il s'entraîne aux techniques de poussée avec des lames Kitetsu et Katsumi le lui enseigne très rigoureusement, l'attaquant avec l'énergie de sa lame Kitetsu jusqu'à ce que Musashi comprenne. Amatero l'observe d'en haut tout en combattant ses propres démons intérieurs qui sont ses problèmes avec son père. En réalité, elle est une espionne envoyée par son père pour rechercher l'hôte de la déesse d'obsidienne et le tuer. Elle veut absolument accomplir cette mission car elle n'est qu'une ordure sans valeur pour son père. Elle ne s'est distinguée parmi les dizaines de milliers d'autres enfants de son père que parce qu'elle était la seule à savoir manier la lame Kitetsu et elle ne veut pas perdre sa valeur de peur de redevenir une ordure oubliée. Et dès le moment où elle a rencontré Musashi, elle a su que c'était lui qu'elle devait tuer. Cependant, malheureusement pour son destin, elle a fini par tomber amoureuse de lui car il a été la première personne à lui sourire sans rien attendre en retour. À cause de cela, elle ment à son père en disant qu'elle n'a pas encore trouvé l'hôte et elle a l'intention de continuer à insister là-dessus tant que personne ne découvre que Musashi est l'hôte de la déesse d'obsidienne apparaît. Cependant, le maudit Musashi appelle Midaru pour qu'elle puisse s'entraîner à connecter l'énergie de la lame. Il dit que Midaru est belle et que grâce à cela, il pourra se connecter avec elle facilement. Et bien, au début tout se passe bien et il parvient à se connecter à son énergie. Cependant, soudain, des cristaux noirs sortent du tube et ils forment un grand amas de cristaux qui flottent dans le ciel. Midaru se rend compte qu'en raison de la connexion de leurs énergies, les pierres sombres à l'intérieur d'elles sont entrées en résonance et son père saura certainement que Musashi est le porteur de la déesse. Pendant ce temps, les Bushi au sol tentent de briser l'amas de cristal, mais les lames ordinaires ne fonctionnent pas. Ensuite, la stratège de Zutsuji, Akaroko Yuzin, utilise sa puissante épée pour créer une prison qui emprisonne le cristal. Ainsi, le cristal disparaît finalement, ce qui fait que Musashi et Midaru reviennent à la normale.
normal. Ils sont immédiatement encerclés par des bushi et après les conseils de son stratège, Tatsumi qualifie Musashi d'espion ennemi et l'attache, pratiquement nu, sur une croix en guise de spectacle pour le public. Midaru est déterminé à le sauver et utilise ses pierres noires pour contacter son père, et Akaroko soupçonne déjà que Midaru était l'espionne et attendait cela. Elle intercepte donc le message pour identifier l'emplacement de la cachette de l'ennemi qui se trouve sur l'île d'Ouyage, et la raison pour laquelle ils ont laissé Midaru libre était pour qu'elle puisse les conduire directement à la cachette de leur ennemi. Tatsumi prépare ses bataillons à combattre Yamada no Roshi, un ennemi redoutable, compte tenu du fait qu'il dispose d'un système de défense qui bloque toutes les attaques avec des lames Kitetsu. Il annonce que celui qui abattra l'une des 8 cornes du Kishin remportera une forteresse entière. Le groupe de Shimizu a hâte de recevoir la récompense, mais Nawa les informe qu'ils ne participeront pas à la bataille car 2 membres de leurs troupes sont soupçonnés d'espionnage, et tant qu'ils ne seront pas lavés de tout soupçon, leur unité ne sera pas la bienvenue sur le champ de bataille. En entendant cela, Akihiro s'enfuit sans dire un mot. Pendant ce temps, Midaru court vers Musashi et le libère. Peu de temps après, Akihiro arrive sur les lieux, ce qui émeut Musashi du fait qu'il ait lui-même pris la peine de venir le libérer. Mais il a tort. Akihiro pointe sa lame sur lui et le menace directement de leur dire tout ce qu'il sait et de laver Shimizu de tout soupçon. Cependant, à ce moment précis, un groupe d'Oni leur tend une embuscade. Ils ne sont pas ordinaires, car ils peuvent même parler. Et sans même hésiter, ils appellent Midaru leur sœur aînée, en disant qu'ils sont venus l'aider à récupérer la déesse d'obsidienne. Midaru se fige et reste sans voix, ce qui amène Musashi à lui demander ce qu'ils veulent dire par ce qu'ils disent. La plus bavarde des Oni, nommée Minami, répond à sa place, révélant que sa personnalité bon enfant était en action pour trouver l'hôte de la déesse et trouver un moyen de le tuer. Musashi s'attend à ce qu'elle lui dise que tout cela n'est qu'un mensonge, mais elle avoue tout, les yeux pleins de larmes. Après cela, des cristaux noirs jaillissent de son dos, et la projection d'un vieil homme obèse apparaît et lui dit de le tuer et de rentrer chez elle. Elle explique que l'homme est son père, et qu'elle a fait tout cela pour gagner sa confiance, mais maintenant elle le regrette. Musashi a un flashback d'une fraction de seconde au moment où tout le monde dans son village l'a forcé à jeter une pierre sur le père de Gojiro. Et comme la fille ne réagit pas, Minami essaie d'agir, mais Musashi attrape son épée et coupe les doigts de l'Oni. Il attrape la main d'Imitaru et court avec elle, en disant qu'il n'y a rien de mal à vouloir que sa famille se soucie de vous. Minami les rattrape et le mord presque, mais Imitaru saute dans ses griffes, prête à se sacrifier pour lui. Les 3 Oni parlants commencent à la dévorer, mais Nao et sa compagnie arrivent et les attaquent, sauvant Imitaru. Les ennemis commencent à se régénérer rapidement et exigent qu'Uzuji leur remette la déesse d'obsidienne afin qu'il leur fasse preuve de pitié. Cela attire l'attention de Nao et de ses compagnons, les amenant à se demander qui d'Imitaru et Musashi est l'hôte de la déesse. Musashi panique parce qu'Imitaru ne réagit pas et que ses pierres saignent, mais Kuriko utilise l'énergie de sa lame pour sceller les pierres et arrêter le saignement, et se montre soudainement amical envers Musashi. Les Oni, à l'exception des 3 principaux, sont exterminés et l'aîné des 3 se rend joyeusement à eux, les aidant à augmenter leur force. Les Butchos sont horrifiés de voir à quelle vitesse ils se sont retournés contre celle qu'ils appelaient leur sœur, et leur prétendu père soutenait ouvertement cette idée. Tous 2 grandissent et sont désormais capables de bloquer les attaques de Nao. Encore plus d'Oni arrivés, sous les ordres de Minami, ils se dirigent directement vers la ville principale à l'intérieur du château. Alors que les Oni bavards continuent de se nourrir de leurs semblables pour devenir encore plus forts, Yataro, leur père, leur ordonne à tous les 2 de dévorer Imitaru car elle est une traîtresse. Cependant, cela ne fait qu'irriter Musashi, alors le gros ennemi explique son idéologie, disant que les forts ont le droit de monopoliser les ressources des faibles, soulignant que même les Butchos se battent de cette manière, et que ceux qui sont au sommet se nourrissent de la force des autres. À ce moment, Tatsumi apparaît et semble bizarrement attaquer ses camarades, mais Okuroko explique qu'il est de type lame jaune, ce qui lui donne la capacité d'améliorer les caractéristiques physiques de ses alliés, y compris leur équipement. Tatsumi répond directement à la déclaration de Yataro, en disant que s'il convient qu'il est bon d'obtenir de la force des autres, il y a aussi un certain plaisir à partager la force, et avec leur nouvelle force grâce à leur capitaine, les Butchos Uzuji commencent à éliminer les Oni un par un, abattant même les plus gros. Tout cela est dû à la capacité remarquable de créer des liens énergétiques de l'âme avec des dizaines d'hommes, le lien typique ne pouvant en contenir plus de 5, et cela n'est possible que grâce à la forte unité entre les Uzuji sous la direction de Tatsumi. Avec l'aide du spectaculaire circuit énergétique en forme de dragon, Nao porte le coup final à Minami et assure la victoire des Butchos. Mais il ne fallait pas se détendre car il est étrange que les Oni parviennent à infiltrer le château qui est normalement protégé par une barrière. Nao ordonne alors de ratisser tout le lieu pour découvrir la raison de l'invasion. Cependant, cela n'est pas nécessaire car la réponse se présente lorsque Shiro s'attribue fièrement le mérite de l'exploit et montre l'épée de Tatsumi, affirmant qu'il a pris l'âme de leur chef. Les Uzuji l'attachent immédiatement avec des cordes et forment un cercle d'énergie avec la lame de Nao sous contrôle, mais la formation se brise avant qu'ils ne puissent attaquer. Il regarde en arrière et voit qu'un de ses hommes a été infecté d'une manière ou d'une autre, les forçant à couper leur connexion. À ce moment-là, l'allié de Shiro, Seroku, se téléporte sur les lieux pour l'aider à éliminer tout le groupe Uzuji. Ils tentent de se reconnecter, mais Seroku coupe à nouveau leur circuit d'alimentation, et alors que l'affrontement continue, Shiro aperçoit Musashi dans la foule et lui fait immédiatement face, en disant qu'un jour il lui fera son épée spéciale. Il remarque alors quelque chose de spécial chez Mitru également, qui lui rappelle la déesse d'obsidienne, mais pour l'instant il laisse cela de côté et découpe un carré autour de Musashi et le fait disparaître. Il s'avère qu'avec son petit tour de passe-passe, il échange les rôles entre Musashi et l'un des chefs de Yamada no Orochi,
qui détruit une partie de la ville en une seule attaque. Musashi se retrouve alors au cœur de l'île d'Awaji où il est confronté au père de Mitru, Yadaru, qui lui demande de se retirer pour qu'il puisse se débarrasser de Mitru, et bien sûr Musashi ne cède pas. Il décide alors de le couper et de récupérer la déesse d'obsidienne en premier. Cependant, Mitru se réveille et le supplie d'épargner Musashi. Elle essaie de le convaincre qu'elle n'est pas brisée ou défectueuse et qu'elle peut toujours penser clairement. Cependant, malgré cela, elle ne veut pas tuer Musashi car elle ne veut pas perdre la chaleur qu'elle ressent lorsqu'elle parle et rit avec lui. Mais elle ne veut pas non plus décevoir son père même s'il ne lui a jamais montré de gentillesse. Yadaru lui demande s'il existe un moyen d'y parvenir, ce à quoi elle répond qu'elle pense qu'ils peuvent récupérer la déesse d'obsidienne sans tuer Musashi et qu'elle est prête à faire des recherches pour savoir comment y parvenir. Il s'avance vers elle, lui disant qu'il est heureux qu'elle ait hérité de sa passion pour l'apprentissage et qu'il sente pour la première fois qu'elle a son sang et l'embrasse. Soudain, il dégaine son épée mais Musashi le repousse. Puis le gros homme lui dit au revoir et la transforme en pierre. Il explique à Musashi qu'il ne l'a pas tuée et qu'il l'a seulement ramenée à sa véritable forme. Il révèle ensuite à Musashi son passe-temps le plus intéressant en lui disant qu'il implante des fragments de katetsu dans l'utérus des femmes pour former des enfants hybrides avec des Oni. Comme tous ceux qui les ont attaqués avant, et tous ont particulièrement bien réussi. Mitru, en revanche, a été un échec car elle n'était pas plus forte qu'un humain normal. Cependant, Musashi dit qu'il sait qu'il l'aime car il l'aurait tuée s'il avait voulu se débarrasser d'elle. Puis Yadaru rend à Mitru sa forme humaine et Musashi l'accueille avec enthousiasme mais elle n'a désormais aucune idée de qui il est. Yadaru explique qu'il a effacé tous ses souvenirs car la seule utilité qu'elle a pour lui est sa capacité à manier une lame katetsu. Il l'a donc ramenée sans ses souvenirs et Musashi est très en colère à ce sujet et va attaquer mais il est incapable d'extraire l'énergie de la lame katetsu car ce n'est pas son épée. Mitru encourage son père alors qu'il jette Musashi à terre. Alors que son père est sur le point de lui porter un coup fatal, Mitru apparaît derrière lui et le poignarde, faisant apparaître des cristaux de son corps. Réalisant qu'il y a encore des restes de souvenirs en elle, il la jette de côté et jure d'effacer ses souvenirs encore et encore jusqu'à ce qu'elle apprenne à être sa fille fidèle pour toujours. Malheureusement, Musashi ne peut plus rien faire car il est téléporté hors de la scène. De l'autre côté de l'écran, Seroku fait face à Nao, l'attaquant avec une corde barbelée qui lui déchire la peau. Soudain, des centaines de montures Glanticta apparaissent en renfort et maintenant Naotura cherche Tatsuo. Shiro économise donc son énergie en révélant qu'il l'a attrapé. Il commence immédiatement un combat mais le temps de l'ennemi s'épuise et il décide de battre en retraite. Après cela, Nao demande l'aide de Musashi et de la déesse d'obsidienne en lui pour vaincre le Kishin. Il accepte et ainsi le trio de personnages principaux est enfin réuni et Tsugumi révèle qu'elle portait la lame de Musashi et révèle également qu'elle avait l'intention de l'aider à s'échapper avec Kojiro. Et Kojiro explique qu'ils ont volé son arme sur le lieu de l'exécution avec l'intention de l'aider à s'échapper et à fuir ensemble avant que Zosuji ne le tue pour être un espion. Et quand Musashi leur demande pourquoi ils ont fait tant d'efforts, ils répondent que c'est parce qu'il est leur ami. Nao dit qu'il a de la chance d'avoir de si bons amis et qu'il a maintenant vraiment besoin de l'aider à sauver son chef. Finalement, Nao les emmène au mausolée de Zosuji où il leur dit que la déesse d'obsidienne était une vraie femme qui avait le contrôle de toute l'énergie des lames et que c'est elle qui a donné la première lame Kitetsu à l'humanité. Après sa mort, son âme est restée vivante et on dit que quiconque possède son esprit possède également ses pouvoirs endormis en lui. Par conséquent, Musashi doit avoir la capacité unique de contrôler toutes les lames de Kitetsu et d'unir tous les Bashi et Samoto. Musashi souligne que la dernière fois qu'il l'a vue, elle a dit qu'elle allait dormir et qu'il ne la reverrait plus. Cependant, heureusement pour lui, Nao possède un coffre qui contient un trésor destiné à libérer le nom entier de la déesse, pas la totalité, juste un pourcentage, et il le donnerait à Musashi s'il acceptait d'utiliser son pouvoir pour vaincre le Yamato no Orochi. Nao croit que ses ennemis là-bas, les chiens noirs, ont capturé Tatsuomi et donc leur combat contre les Kishins de l'île ne sera pas facile en raison de l'interférence des ennemis. Musashi demande qui sont exactement les chiens noirs, ce à quoi il répond qu'ils s'appellent eux-mêmes les 8 obsidiennes et qu'ils sont responsables de centaines de milliers de morts de Bashi. Nao ouvre le coffre pour révéler une coupe remplie du sang de la déesse obsidienne qu'il dit à Musashi de boire pour éveiller ses pouvoirs. Musashi ne veut vraiment pas le boire car c'est dégoûtant mais Nao le force à le boire. Après cela, Musashi ne se sent pas différent et ils partent simplement. Peu de temps après, tout le monde reçoit un sermon standard pour les motiver à travailler ensemble, puis Kuriko apparaît et dit qu'elle a une tâche pour chacun d'eux. La scène se déroule ensuite autour de nous et nous voyons Azuji faire son premier pas contre les Kishins avec le premier détachement de 5000 membres habillés en blanc selon la tactique de Kuriko. Et c'est à ce moment-là que Yamato no Orochi détecte les ennemis, il commence à leur tirer dessus. Puis, au lieu de les attaquer directement, elle leur fait répandre de l'huile sur l'eau à l'aide de navires abandonnés, puis les archers mettent le feu à cette huile avec des flèches enflammées. L'esprit du Kishin se concentre instinctivement sur l'attaque du feu et pendant qu'il est distrait, l'unité de Musashi et 100 autres troupes marchent vers l'intérieur de l'île. Cependant, il tombe sur la Nikki que Seruka a planté là car il a entendu tout le plan de Kuriko par l'intermédiaire de son espion. La situation semble vouée à l'échec, jusqu'à ce qu'Akihiro et le reste de son groupe apparaissent et anéantissent complètement les Oni. Au même moment, les 8 obsidiennes reçoivent des informations sur le deuxième détachement qui arrive, qui se compose du groupe de Takeda. Et cela les choque totalement car ils ont entendu par l'intermédiaire d'un espion que Nayatoro avait refusé d'envoyer son groupe au combat. Mais il s'avère que tout cela n'était qu'une farce orchestrée par Kuriko pour tromper les espions. Pendant ce temps, l'unité de Musashi était sur le point de mettre le feu aux explosifs qu'ils avaient placés jusqu'à ce qu'ils soient confrontés
confronté à Shiro qui utilisa sa magie dimensionnelle pour transporter les explosifs jusqu'au navire du groupe de Takeda. Et cela semblait être un échec total dans la guerre. Et heureux d'avoir accompli ce geste insensé, Seruka s'est même révélé être l'espion de Kuriko. Ils apparurent à travers lui, révélant qu'il l'avait déjoué dans tous ses plans. Cependant, il parla trop tôt car l'un de ses hommes l'informa que Nayatoro était toujours en vie et que son groupe n'avait subi aucune blessure. Ainsi, Kuriko révéla qu'elle avait gagné cette bataille en fournissant de fausses informations à ses subordonnés en disant qu'il était très facile de les identifier car ils étaient les seuls à avoir marché sur le drapeau de son groupe. Seruka fut complètement surprise mais pensait toujours qu'il ne pouvait pas être vaincu car personne n'était assez fort pour le combattre. Soudain, Nao descend de sa cachette pour le combattre avec l'intention de défaire le blocus énergétique. Il se souvient que Tatsu Amali a dit qu'il était la bête la plus forte du groupe Usagi et que ce serait son travail de protéger les gens s'il n'était pas là. Ces mots lui donnent le pouvoir de saisir l'épée de Seruka et de la briser en deux, brisant ainsi l'infection qui bloquait le circuit énergétique de la lame. Et dès que les soldats sont libres de se battre, Kuriko envoie environ 2500 soldats pour briser les cornes de Yamada no Orochi. Mais le combat n'est pas encore terminé car Seruka sort une autre épée de son dos pour se battre. De l'autre côté de l'écran, Naotora continue de se battre car il est le seul assez fort pour affronter Keru. Il dit à Musashi que pendant qu'il combat Keru, il devrait s'occuper de ce gros bonhomme pendant que Nawa s'occupe de Seruka. Et pendant le combat de Nawa, il semble avoir un grand avantage grâce à sa force indéniable. Cependant, Seruka renverse facilement le cours de la bataille en utilisant sa technique spéciale de lame jaune dans laquelle il utilise des cordes pour infliger différentes formes de blessures. Et Nawa s'en mêle dedans, ce qui lui cause de graves blessures aux jambes. Et quand il est au sol, Seruka utilise sa capacité pour lui enlever la vue et au lieu de le tuer rapidement, Seruka décide de s'amuser en le torturant avec des brûlures, des articulations disloquées et des fractures. Il casse même le pouce et l'auriculaire de Nawa, ce qui l'empêche de tenir son épée. Après cela, il retire le sort d'aveuglement des yeux de Nawa, ce qui lui permet de voir ses camarades se faire vaincre. De plus, il commence à dire à Nawa qu'il avait lui aussi l'habitude de sauver ses camarades et qu'il est même devenu médecin grâce à cela. Cependant, il a été trompé par ses soi-disant camarades musclés à cause de sa magie, recevant toujours les responsabilités les plus difficiles sans rien en retour. Et il suppose que les compagnons de Nawa sont exactement comme ça. Et sans rien dire, Nawa enlève le bandage qui recouvre son front et attache son épée à sa main droite. Il utilise un autre bandage pour saisir l'épée de Seruka comme ancré solaire. Il retourne immédiatement son épée contre lui-même, causant des dégâts mineurs à son corps. Mais en échange de cela, il retire toutes les attaches jaunes de son corps, ce qui le libère complètement des sorts de l'ennemi, lui permettant d'utiliser à nouveau ses mains. Seruka le frappe à nouveau avec les cordes et tente de le neutraliser à nouveau. Mais il se dirige directement vers son ennemi pour le tuer avant qu'il ne puisse le neutraliser à nouveau. Cependant, Seruka se révèle être un excellent épéiste et agit avec une rapidité incroyable, blessant rapidement Nawa, lui faisant perdre beaucoup de sang. Alors qu'il s'apprête à tenter de l'éliminer, deux estomacs de Zetsuji se précipitent devant Nawa pour le protéger. Cependant, Seruka continue son attaque, prêt à les couper tout d'un coup. Mais Nawa s'avance et utilise sa main pour recevoir le coup, puis le poignarde en plein dans la poitrine. Pendant ce temps, Naotora demande à son vice-capitaine Achanré de créer une barrière d'énergie verte autour de lui et Shiro pour contenir leur combat. Et Shiro libère son pouvoir, qui forme un anneau de lame dentelée sur son épée. Il dit qu'il est pressé de terminer ce combat, car il veut bientôt rencontrer la déesse d'obsidienne. Naotora pense que l'anneau de cette lame lui semble familier, comme quelque chose qu'il a vu il y a 10 ans, et demande s'ils se sont déjà rencontrés. Mais Shiro ne s'en souvient pas et ne prend pas la peine de rafraîchir sa mémoire, mentionnant à nouveau qu'il doit aller voir la déesse. Naotora lui demande pourquoi il est si obsédé par elle, au point qu'eux et d'autres chiens détruisent des groupes entiers de Busho juste pour obtenir la déesse. Et Shiro révèle une fois de plus que son objectif est de devenir le meilleur Busho sans le pouvoir de l'amitié et utiliser la déesse d'obsidienne est le meilleur moyen. Cependant, Naotora dit que l'humanité n'a pas besoin d'elle, ce qui met Shiro en colère, qui brise la barrière qui les entoure et utilise son pouvoir du vide pour créer un cube relié au fond de l'océan, piégeant tout le groupe de Takeda. La pression à elle seule aurait dû suffire à tuer Naotora et les autres. Mais à la fin, le groupe de Takeda porte un coup puissant et peu de temps après, il est révélé que Naotora et son groupe vont parfaitement bien, juste un peu mouillés. Après cela, les deux commencent à se battre et Naotora utilise une attaque puissante contre Shiro. Mais il la dévie simplement avec ses pouvoirs dimensionnels et le style de combat et l'aura de Shiro sont si uniques que Naotora lui demande de quelle couleur est l'énergie de sa lame, ce à quoi Shiro révèle qu'il s'agit d'un balai à lame blanche, le type le plus rare et le plus puissant. Shiro remarque que Naotora est de type bleu, considéré comme le plus faible et le plus commun, et est la pire couleur car il n'a pas la puissance brute du rouge, ni les pouvoirs spéciaux du jaune ou du vert. En colère et voulant mettre fin à ce combat, Shiro crée un autre cube dans les airs qui se transforme en lave en fusion. La lave coule lentement vers Naotora, mais d'une manière ou d'une autre, une énorme vague d'eau inonde et refroidit la lave, la transformant en roche solidifiée. Shiro est surpris en essayant de comprendre ce qui allait se passer, tandis que Naotora lui dit de ne pas sous-estimer un balai à lame bleue. Il dit que lorsqu'ils ont fait les tests d'épée et ont découvert qu'ils étaient de type bleu, Naotora a dit à tout le monde de ne pas être triste car les Busho de couleur bleue sont particulièrement en phase avec l'âme de la pierre, quelque chose de très similaire aux Kishin qui utilisent leur capacité à manipuler les minéraux pour contrôler les forces de la nature. Et donc, Naotora révèle que les Busho aux lames bleues ont le pouvoir de contrôler l'élément, tout comme les Kishin. Naotora décide de l'attaquer à nouveau, cette fois-ci en l'attaquant avec deux éléments
éléments, mais Shiro arrête facilement son attaque, se moquant du fait que le pic des capacités des lames bleues n'a rien d'impressionnant. Il transfère ensuite les deux dans une autre dimension pour qu'ils puissent se battre sans interruption, et avant que Naotora ne soit complètement envoyé ailleurs, il aspire autant de feu et d'eau qu'il peut. Et quand les deux sont seuls, Shiro demande pourquoi Naotora a pris la peine de contrôler le feu et l'eau, puisque ces éléments naturels ne l'aideront pas à briser la corne d'un Kishin, ce à quoi Naotora confirme que Shiro a raison. Cependant, il n'a pas développé cette technique pour vaincre les Kishins, mais plutôt pour vaincre d'autres créatures maléfiques. Après tout, il y a 10 ans, il a vu un champ de bataille rempli de ses camarades morts, et tout cela a été causé par quelqu'un qui a utilisé un pouvoir similaire au sien. Avec cela, Naotora comprime tout le feu et l'eau, formant une petite sphère sombre dans la paume de sa main. Il le transforme alors en une petite lame. Shiro trouve cela intéressant, mais avant même qu'il puisse finir sa phrase, Naotora passe à côté de lui et lui demande s'il ressent une douleur. À ce moment-là, Shiro se serre la poitrine avec confusion, et soudain plusieurs rochers déchiquetés jaillissent de son corps. Après cela, Naotora est renvoyé sur l'île de Waji, où ses compagnons l'attendent avec impatience. Il annonce à tout le monde qu'il a détruit la lame Ketito de Shiro, et que cet ennemi ne pourra plus participer à cette bataille. Le groupe de Takeda célèbre joyeusement la victoire de leur chef, et transmet rapidement cette information à Kuriko. Et maintenant que deux chiens noirs ont été vaincus, il ne reste plus qu'à vaincre Kitaro, afin que tout le monde puisse commencer à soumettre les Kishins. De l'autre côté de l'écran, Musashi et ses compagnons sont enfin proches de l'ennemi. Cependant, Akihiro ne prend pas la peine de donner des instructions à l'unité, faisant confiance uniquement au groupe Shimatsu pour faire le travail. Cela oblige Katsumi à intervenir et à inciter les autres à agir, démontrant ainsi la puissance de son groupe pour la première fois. Lorsqu'ils atteignent la base de la montagne, Akihiro dit à tout le monde que le groupe Shimatsu ne se soucie pas de l'ennemi Bashi à l'intérieur. Au lieu de cela, ils ont pour objectif de vaincre le Kishin qui viendra ensuite. Katsumi est assez déçu qu'il ne se soucie que de la gloire de briser la corne d'un Kishin, et en réponse, le groupe Shimatsu dit à tout le monde, en particulier à Musashi, de ne pas se mettre en travers de leur chemin. Et à la surprise de tous, Musashi accepte et dit qu'il espère qu'un jour il pourra se battre avec ses camarades aussi étonnamment que le groupe Shimatsu. Musashi, accompagné de 100 autres soldats, s'enfonce dans la cachette où ils finissent par trouver Itaro qui les regarde avec défi, disant qu'il a finalement accompli son plan et qu'il ne fait plus qu'un avec les Kishins après avoir sacrifié sa fille. Ils essaient d'aller à la corne tout en formant une chaîne d'énergie de lames, mais les lames filles se mettent en travers de leur chemin, ce qui fait que leur lien est coupé plusieurs fois. L'un des buchots aux cheveux roux se retrouve en danger, mais Musashi arrive à temps pour le sauver et sans un mot de gratitude, il remonte pour rejoindre le groupe. La bataille continue et les ventres des Shimatsu ne trouvent plus aucun moyen de former un circuit d'énergie, ce qui les empêche de faire quoi que ce soit. Soudain, les rayons de lumière de l'ennemi commencent à disparaître un par un, et ils réalisent que c'est Musashi qui les brise. Le groupe Shimatsu commence lentement à former à nouveau sa chaîne énergétique, tandis que Musashi fait de son mieux pour détruire toutes les barrières qui apparaissent, sauvant même l'un des Shimatsu qui est entouré par les lames. Finalement, le lien est complété et Akihiro brise la corne de Yatoru, faisant disparaître toutes les lames filles d'un coup, marquant ainsi la fin du combat. Cependant, Katsumi remarque qu'il n'y a pas de poudre de Kitetsu à récupérer. Soudain, le cadavre de Kishin se transforme en un serpent blanc et glisse hors de la montagne pour se diriger vers Yamato no Orochi, prenant tout le minerai des rochers pour nourrir le grand chef Kishin. Et si cette chose réussit, Yamato no Orochi gagnerait suffisamment de puissance pour démolir les Uzuji et tous les Takeda d'un seul coup. Musashi essaie de motiver tout le monde à travailler ensemble, et étonnamment, le groupe Shimatsu est d'accord avec lui cette fois-ci. Mais Akihiro reste obstinément silencieux tout le temps. Il prévoit de former une chaîne à 8 maillons, avec l'ajout de Katsumi et Musashi, en comptant sur l'énergie de la lame rouge de Musashi pour augmenter la force du circuit. Et Musashi demande pourquoi Akihiro agit si étrangement, et le reste de Shimatsu dit qu'il devrait simplement l'oublier. C'est à ce moment-là qu'Akihiro ouvre enfin la bouche pour dire qu'il ne supporte pas que tout le monde rie alors que tous ses camarades sont en train de mourir, ce à quoi l'aîné Shimatsu répond qu'il n'a pas le droit de parler soudainement de s'inquiéter pour les Bushi, puisqu'il n'a rien fait pour protéger un membre qui a failli mourir des lames de la fille du gros homme. Il y a quelques instants, il expose à tout le monde qu'Akihiro est un monstre qui veut le pouvoir, qui ne veut devenir que le leader du groupe en utilisant ses membres comme des pions, et Akihiro admet ouvertement cette accusation. Après cela, le groupe Shimatsu décide de travailler sans lui, et Akihiro, très en colère, sort un bloc de bois de sa poche et le jette. Musashi le ramasse et demande à l'un des membres de Shimatsu quel est cet objet, auquel il répond que dans le passé, tous les frères s'entendaient bien et qu'il utilisait ces blocs pour planifier ensemble des batailles de Kishin imaginaires. Mais c'est du passé et maintenant Akihiro est fou, et quand il voit la corne du serpent, il commence à former la chaîne d'énergie et essaie de la briser, mais leurs lames ne font même pas une égratignure. Il demande à Musashi de prendre la place d'Akihiro car ils ont besoin de la puissance explosive d'une lame rouge pour porter le coup final. Ils forment à nouveau un lien et Akihiro apparaît pour essayer de voler l'énergie. Il a un flashback sur le moment où il planifiait l'un de leurs combats, et c'est à ce moment-là que nous découvrons qu'Akihiro a toujours voulu être deuxième dans le circuit énergétique, donnant toute la gloire à son frère aîné car sa personnalité timide lui faisait ne pas vouloir se démarquer. Mais contrairement à son ancien moi, il vole à nouveau le lien énergétique et frappe l'une des cornes du serpent, la brisant. Les frères se demandent alors pourquoi Akihiro est devenu si désespéré de reconnaissance alors qu'avant il était complètement le contraire. Et le frère aîné souligne que ce changement s'est produit après le test d'épée lorsque tous les frères ont découvert qu'ils étaient des porteurs de l'âme bleue, sauf Akihiro qui a révélé qu'il avait une âme rouge.
ange. Après cela, le poste d'héritier successeur a été donné à Akihiro, et à l'époque, il a essayé de refuser cet héritage, arguant que son frère aîné était le meilleur au combat. Mais après l'avoir accidentellement vaincu dans un combat de l'âme Kitetsu devant tout le clan, il n'y avait aucun moyen de discuter de qui serait le nouveau chef. Depuis lors, il y a eu une division entre lui et son frère aîné qui était désormais jaloux de ses pouvoirs. Akihiro s'approche maintenant de l'équipe et dit qu'ils formeront un circuit d'énergie de l'âme avec toute l'unité, ce qui est une tâche difficile car une union très forte est nécessaire pour les former. Il explique qu'ils devront tous rester au même endroit en se connectant à une distance proche. Il est également arrogant et fait comprendre aux frères Shimatsu qu'il ne les considère que comme un moyen de gagner en force. N'ayant pas d'autre choix, l'unité fait ce qu'il dit et il écrase une autre corps. Et pendant le combat, Akihiro se souvient du regard heureux de son frère et c'est à ce moment-là qu'il révèle qu'ils sont tous très importants et c'est pourquoi il a demandé à tout le monde de rester en sécurité à distance pendant qu'il se bat en première ligne. C'est à ce moment-là qu'il s'apprête à couper la corne supérieure du serpent quand soudain l'une des têtes de Yamada Noroshi se brise et mord le serpent, dévorant Akihiro avec elle. Cependant, le circuit énergétique semble intact, ce qui signifie qu'Akihiro doit toujours être en vie. Malgré leur animosité, les Shimatsu ne peuvent pas laisser leur frère mourir et décident de le sauver, mais les autres Bucho leur ordonnent de rester à l'écart. Musashi va voir son frère aîné, Haruhisa, et lui dit qu'il doit sauver son jeune frère, mais Haruhisa admet qu'il en veut à Akihiro parce qu'il a toujours voulu être le chef. Cependant, Musashi lui montre le bloc de bois, ce qui lui fait réaliser, ainsi qu'aux autres frères, qu'Akihiro se soucie suffisamment d'eux et de leur passé pour l'avoir emporté au combat. Pendant ce temps, Akihiro est vivant dans la bouche du Kishin, et il est tout à fait à l'aise avec l'histoire, car il a décidé il y a longtemps qu'il mourrait pour qu'Haruhisa puisse devenir l'héritier et que tous ses frères soient plus heureux. Et alors qu'il est attaqué, il a un autre flashback de ses frères, mais il entend un bruit étrange et ouvre l'œil, voyant Haruhisa devant lui, qui lui renvoie le bloc de bois. Haruhisa lui demande pourquoi il n'a pas l'air content, ce à quoi il répond qu'il voulait s'assurer que tous ses camarades étaient en sécurité pendant qu'il accomplissait son devoir de briser la corne du Kishin. Mais maintenant qu'il est entré dans la bouche du Kishin, il a non seulement mis sa vie en danger, mais il a également brisé le circuit énergétique dont ils ont besoin pour vaincre le Kishin. Cela fait comprendre à Haruhisa que son jeune frère Akihiro s'est toujours soucié de lui, alors il dit qu'ils doivent simplement reformer le circuit énergétique. Soudain, tout le monde apparaît à l'intérieur de la bouche, et tous les frères embrassent et pardonnent à Akihiro. Ils reforment le circuit énergétique, et cette fois, Akihiro brise la corne la plus puissante du serpent, détruisant la source de nourriture de Yamada Noroshi. Une fois cette menace écartée, les forces les plus puissantes s'unissent et détruisent toutes les cornes de Yamada Noroshi en même temps, provoquant la disparition du Kishin et le dégagement du ciel pour la première fois depuis 150 ans, libérant une quantité incroyable de Ketetsu dans l'air. Tout le monde lève ses lames, mais se rend vite compte que la poussière ne s'accumule pas sur leurs épées, mais se déplace plutôt vers le sommet de la montagne. Soudain, des secousses retentissent dans toute l'île et des rochers se détachent de la base de la montagne. Mosashi se rend compte que Kojiru et Tsubomi sont peut-être en danger, car ils sont toujours en train de sauver Tatsuomi. Il commence alors à courir frénétiquement vers le haut de la montagne. Soudain, il est frappé par la même sensation étrange qu'il a ressentie lorsqu'il s'est connecté à l'énergie de la lame mûrie. Cependant, la poussière se dissipe et il retrouve Kojiru et Tsubomi tenant Tatsuomi, à qui il manque un bras. C'est lui qui est devenu handicapé. Ils ont tous un bref moment de bonheur, pendant lequel Tatsuomi en profite pour dire à Musashi que Midaru est avec lui. Elle était retenue captive avec lui et tout ce dont elle pouvait parler était d'être amoureuse de Musashi. Cependant, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était une ordure sans valeur parce que son père l'avait dit. En entendant cela, Musashi court en avant, désespéré de sauver Midaru. Finalement, ils finissent par atteindre un canyon où le reste de la montagne devrait se trouver. Au fond, une épée noire et un guerrier apparaissent. Il se révèle être Yadaru qui s'est transformé en Kishin et a fait de Midaru sa lame Gatetsu, semblable à la déesse d'obsidienne. Tatsuomi ordonne à tous les Bushi de se préparer au combat, mais Yadaru balance son épée à 360 degrés, détruisant des morceaux de la montagne autour de lui, ainsi que les Bushi qui attaquaient. Alors que Yadaru rit méchamment, Musashi l'attaque d'en haut, mais il le bloque, et Musashi sent l'énergie de sa lame se vider. Yadaru explique que son épée est comme la déesse et peut contrôler l'énergie des lames. Après avoir dit cela, il vole l'énergie des lames de tous les Bushi de l'île et déclenche des attaques d'une ampleur apocalyptique. Musashi se bat et tente d'atteindre Midaru, la faisant traverser une crise d'identité. Elle résiste aux souvenirs de Musashi, mais ils reviennent avec force, faisant pleurer l'épée. Yadaru est frustré et attaque Musashi, mais Takeda le protège. Tatsuomi utilise ses pouvoirs de lame jaune pour augmenter la force de tout le monde, mais ils sont bientôt vaincus par Yadaru. Tatsuomi ordonne alors aux autres de battre en retraite, tandis qu'il protège Musashi qui a la déesse d'obsidienne, il doit donc être protégé de toute façon. Cependant, Yadaru révèle qu'il n'a pas l'intention de laisser quiconque s'échapper et frappe à nouveau Musashi avec son épée, tandis que Kojiro essaie d'attraper le coup. Soudain, tout autour de Musashi se fige et un portail s'ouvre, dans lequel une jeune Midaru est assise seule et effrayée. Musashi entre et voit ses souvenirs de sa naissance. Son père semblait heureux pendant une seconde, mais la seconde suivante, il la jeta de côté, après avoir réalisé qu'elle n'avait pas les pouvoirs de la déesse d'obsidienne. Maintenant, Midaru remercie Musashi de lui avoir fait comprendre qu'il y a du bonheur dans ce monde et d'avoir transformé la froideur en elle en chaleur. Elle aimerait pouvoir rester avec lui plus longtemps, ce à quoi il répond qu'elle le peut, à condition qu'elle vienne avec lui et rejoigne son groupe une fois que tout cela sera terminé. Puis elle lui tient joyeusement la main, faisant revenir tous les souvenirs pour toujours, et le temps revient également à la normale. Elle explique qu'elle ne peut revenir à sa forme humaine que s'il détruit la pierre noire à l'intérieur de
de son père qui l'a transformé en épée. Elle lui montre 5 portes de couleurs différentes, expliquant que l'obsidienne est fabriquée à partir de la combinaison de toutes ces couleurs, et comme il a bu d'un 5e du sang de la déesse de l'obsidienne, il devrait pouvoir s'éveiller et maîtriser l'un de ses pouvoirs. C'est alors que Musashi revient dans le monde réel avec de longs cheveux dorés. Il commence à absorber l'énergie de la lame de chacun, tout comme la déesse de l'obsidienne l'avait fait auparavant, mais Yataro essaie de maîtriser ses énergies. Les deux se retrouvent face à face avec leurs épées, ce qui a pour conséquence de couper le bras dominant de Musashi. Mais sans perdre son souffle, il arrête le prochain coup de Yataro avec l'index de son autre main, concentrant l'énergie des lames de chacun en elle, ce qui fonctionne mieux que d'utiliser une épée. Il frappe Yataro, faisant sortir la pierre noire en lui, et alors qu'il est sur le point de l'écraser pour libérer Midaru, elle l'arrête à la dernière seconde et demande à parler à son père une dernière fois. Il retourne dans sa dimension où Yataro demande à Midaru si elle choisit Musashi plutôt que lui et abandonne leur rêve de devenir un être supérieur. Elle explique que son rêve n'a jamais été celui-là, disant qu'elle voulait seulement être heureuse et tenir la main de son père. Il l'ignore et essaie de la manipuler une fois de plus. Elle s'éloigne alors et dit à Musashi de détruire la pierre. Elle lui dit qu'après l'avoir détruite, son corps disparaîtra probablement aussi, puisqu'elle est née de cette pierre. Cependant, Yataro dit qu'il sera le seul à disparaître, car la moitié du corps de Midaru est humaine. Il réfléchit sur lui-même et réalise qu'il n'a rien de supérieur et qu'il a passé la majeure partie de sa vie à traiter ses filles de manière horrible, alors qu'il aurait dû simplement sympathiser avec lui, car même lui a été rejeté étant enfant à cause de ses handicaps physiques. Après cette révélation, il reconnaît enfin que Midaru est une personne complètement différente de lui et est remplie de regrets. Midaru est rempli de soulagement et de bonheur que son père l'ait enfin reconnu pour la première fois, et après cela, Musashi détruit la pierre, mettant fin à la vie de Yataro et libérant enfin la poudre Kitetsu de Kishin qu'il avait absorbée. La paix est finalement rétablie sur l'île d'Awaji, et après la mission de libération de l'île d'Awaji, Midaru est détenue au château, mais elle n'est pas gardée dans une cellule car Musashi ne le permettrait pas, et malheureusement il n'y a aucune information sur l'endroit où se trouvent actuellement les 8 obsidiennes. Et Tatsumi trouve étrange qu'il ait été capturé au lieu d'être tué et est convaincu que le plan de l'ennemi est bien plus grand qu'ils ne peuvent l'imaginer. 2 semaines après l'incident, une cérémonie de remise de prix pour honorer les courageux guerriers Bashi qui ont contribué a lieu, et tout le monde s'entend bien, y compris Musashi et Ana. Les frères Shimizu se voient attribuer le château et sont libres d'agir par eux-mêmes sans recevoir d'ordre de leur père merdique. Tatsumi et Naotora invitent Musashi à rejoindre leur groupe respectif, mais il les rejette tous les deux en disant qu'il fait déjà partie du groupe Kemaki et que son groupe est destiné à être le premier de tous les guerriers Bashi à avoir contribué. Cela se produit et tout le monde s'entend bien, y compris Musashi Nao. Les frères Shimada se voient attribuer un château et sont libres d'agir par eux-mêmes sans recevoir d'ordre de leur père merdique. Tatsumi et Musashi les invitent tous les deux à rejoindre leur groupe respectif, mais il les rejette tous les deux, disant qu'il fait déjà partie du groupe Karn et que son groupe est destiné à devenir le plus fort un jour. Kushiro parvient finalement à parler à Tatsumi de la signature sur le parchemin de son père, mais Tatsumi ne reconnaît pas le nom de l'animagi. Cependant, il reconnaît la signature de son père. Dans le document, il dit qu'il n'y a aucune trace du nom d'Ase dans les documents des deux, ce qui signifie que tout lien entre leurs parents n'était que temporaire. Il propose de contacter les 5 autres grands généraux et de leur poser des questions à ce sujet, car le père de Kojiro devait être une personne importante pour avoir la signature du seigneur précédent. Et lorsque Kojiro demande pourquoi il va si loin, il dit que c'est en partie par gratitude pour l'avoir sauvé, lui et Hagen, et en partie parce que Musashi lui a demandé de l'aide en échange d'une faveur. Il y a quelque temps, Tatsumi a été convoqué par Musashi pour lui demander de boire tout le sang de la déesse obsidienne qui a été réparti entre les grands groupes de putes de bus. Son objectif était de rendre Musashi assez fort pour vaincre les 8 obsidiennes et Musashi a accepté de le faire à 2 conditions seulement. La première est d'aider Kushiro à en savoir plus sur son père et la seconde est que les soit libérés. Après sa libération, Musashi l'emmène en promenade où ils s'amusent beaucoup et s'amusent ensemble. Ils échangent des bagues de promesses, ce qui fait que les aime être une humaine normale et veut passer beaucoup plus de temps avec son bien-aimé Musashi. Mais malheureusement, son corps montre des fissures à plusieurs endroits et le dernier jour, ils se tiennent ensemble à regarder le coucher du soleil et elle remercie Sachiko une dernière fois pour tout ce qu'il lui a donné. Cela dit, les fissures commencent à se développer et Musashi essaie de la serrer dans ses bras. Puis elle disparaît finalement avec un sourire sur son visage, laissant Musashi seul et déprimé. Il se demande pourquoi Mishira a dû être créée pour disparaître si vite. Et à ce moment-là, il a une vision de la déesse obsidienne où elle lui dit que s'il veut obtenir des réponses, il devra se rendre là où elle se trouve. Et en entendant cela, Musashi jure qu'il le fera et détruira les 8 obsidiennes et tout ça pour toujours. Ainsi se termine l'anime Orient.